Ce mois-ci, à Parlons Ancêtres, Camden Martin nous parle du passionnant périple de ses ancêtres, Philippe Aubry nous parle de l'arrivée des trains en région et tout plein d'autres petits sujets dans le monde de la généalogie. Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. J'espère que ça va bien les auditeurs. Eric, toi, ça va? Oui, ça va super bien. Écoute, pour d'entrée de jeu, hein, je vous invite, si ça vous tente, là, de participer à notre émission, et bien de communiquer avec nous, là, soit par les diverses plateformes, courriel ou en commentaire et communiquer avec nous. Puis on pourra arranger ça pour venir raconter que ce soit l'histoire de votre patelin ou que vous soyez conférencier ou auteur là, à saveur historique, bien évidemment, puis vous voulez nous parler de ça, eh bien, vous êtes les bienvenus. Je tiens à vous rappeler aussi qu'il y a quelques émissions là, de Parlons Ancêtres qui sont disponibles sur les plateformes audio. Mais pour commencer, de quoi qu'on parle ce mois-ci, Yann? Ce mois-ci, on va continuer de parler des patriotes puis des clans familiaux avec Réaloud. Là, on va parler plus spécifiquement du transfert de pouvoir. Transfert entre guillemets. Ouais. Euh, Puis, par la suite, ben, on va parler de l'histoire, on va continuer avec l'histoire de Saint-Lazare avec Paul Lavigne qui va nous parler d'une foire agricole là, qui avait lieu à Saint-Lazare. Oui, on va aussi continuer l'histoire des trains là, avec Philippe Aubry, où est-ce qu'on va parler de comment les colons ont vu l'arrivée de ces grosses machines-là. Le mois passé, Yann, lors que tu nous expliquais les dossiers militaires là, du frère de ton grand-père, eh bien, il y avait un frère et une sœur qui avaient écrit au ministère. Ce mois-ci, on aura la réponse du ministère. Aujourd'hui, on a un nouvel invité, n'est-ce pas? Oui, on va parler avec Camden Martin. Ben, c'est un nouvel invité, mais c'est quelqu'un qui revient. On l'a déjà vu là, quand on avait été voir le Poutine Fest. Mais cette fois-ci, on va parler avec lui. De quoi est-ce qu'on va parler? Ben, on va parler de ses ancêtres. Hein? Puis, bon, écoutez, normalement, on demande aux gens là, de s'introduire. On ne l'a pas fait cette fois-ci parce que, justement, vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, on vous invite à aller voir l'émission du Poutine Fest là, qu'on a déployée en novembre passé, alors qu'il faisait un petit peu plus chaud là, qu'aujourd'hui. Ceci étant dit, hein, il y en a qui vont nous dire, là, qui pensent qu'on, bon, je veux dire, pour des amateurs, on s'y connaît beaucoup là, en histoire, là, moi puis toi, Yann, là, mais Camden, c'est quand Ouf! même impressionnant. Hein? C'est Oui, 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 son oui. niveau de connaissance de notre histoire là, est assez impressionnant et on vous le présente à l'instant. Alors, on est en compagnie de Camden Martin. Camden, ça va bien? Ça va très bien, toi? Super. Ouais, c'est le fun de te revoir, Camden. On t'avait vu au Festival de la Poutine la dernière fois. Ouais, ça fait un petit moment, on dirait un petit Ouais. secousse, là. Ouais. Ouais, ben ça fait effectivement, dans ce temps-là, il faisait un petit peu plus chaud qu'au moment où ce qu'on fait Ouais, nos enregistrements. tout à fait. Mais écoute, on t'avait rencontré à ce moment-là, puis on s'était dit que ça serait bien intéressant que tu viennes nous parler de tes ancêtres qui ont hein, des racines communes là, avec nos ancêtres à nous autres. Aujourd'hui, on va parler de un de tes couples d'ancêtres qui sont Hmm. François Martin et Algaë Pinette. François Martin, il est né le 3 juillet en 1859 à Saint-Liboire. Premièrement, tu pourrais-tu nous expliquer c'est où ça, Saint-Liboire? Oui, tout à fait. Donc, c'est une paroisse qui se trouve, disons, je dirais un peu sud-est un peu de Saint-Hyacinthe, un peu plus à l'est de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est une paroisse qui a été ouverte, disons, dans les années 1858, j'ai envie de dire 1857-58. OK. Puis en fait, c'était donc il y a eu Saint-Hyacinthe juste un petit peu plus en bas, il y a Saint-Dominique, puis juste à droite de Saint-Dominique, là, on retrouve Saint-Liboire. Donc c'est une petite paroisse là, agricole.
OK, puis là, tu dis que la paroisse a été débutée dans les années 1850, puis ton Ouais. ancêtre, il est comme dans les débuts de la paroisse, donc. Tout à fait, oui. C'est parce que son père à lui, c'était un des premiers pionniers d'un des rangs qui a été ouvert à la colonisation, ben, au peuplement, si on veut dire, Au dans peuplement, ces ouais. années. Ouais, c'est ça exactement, dans ces années-là. Ouais. Et donc, on est dans une région très agricole, là. Tout à fait, ouais. Vraiment le grenier du Québec, vraiment tout ce qui est le Montérégie, la vallée du Richelieu, ça c'est fort connu. Ouais, ouais. Ouais. Quelques années plus tard, va naître ton ancêtre Algaë Pinette, dans une région que je connais bien, Saint-Alexandre de Kamouraska. Oui, Qu'est-ce qui se passe à Saint-Alexandre de Kamouraska là, dans ces années-là? oui. Donc, ça c'est donc en fait, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que pareil avec François, Saint-Alexandre, c'est une paroisse. Bon, c'est sûr que ça faisait partie de la paroisse Saint-André de Kamouraska au préalable, mais qui a été divisée un peu aussi pareil dans les années 1850. Donc, c'est le père d'Aglaé Pinette, Romain, qui lui, je suis pas tout à fait sûr parce que j'ai pas regardé dans les cadastres où il se situait, les lots, etc. Mais on sait que, bon, à partir d'un certain moment dans les années 1850, c'est devenu la paroisse Saint-Alexandre. Donc, elle a été baptisée en 1863 à Saint-Alexandre. Et puis, bon, finalement, elle n'est pas restée très longtemps parce qu'après ça, la famille est partie dans le Maine travailler, ben, surtout son père. Et puis, je pense que son oncle aussi sont partis travailler au nord au nord de Bangor, à côté de Old Town, un petit village qui s'appelle Bradley. Puis en fait, je pense qu'elle était partie du Québec à l'âge de 3-4 ans. OK, Ouais. puis là, à Bradley, il parlait anglais là-bas ou comment ça marchait? Ben, donc, effectivement, à Bradley, c'est sûr que la population locale parlait en anglais. C'est sûr qu'il devait y avoir, disons, quelques centaines de Canadiens français. Donc, Quand même. ouais, sûrement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que juste à côté de Bradley, il y a la ville de Town qui était vraiment, qui avait reçu depuis, disons là, on est dans les années 1860, donc déjà une décennie ou deux, était déjà le théâtre important pour l'immigration canadienne-française parce que c'était une exploitation, c'était l'endroit où on exploitait c'était l'exploitation forestière. Donc, on exploitait les bois là par là-bas. Il y avait beaucoup de moulins, des choses comme ça, pâte à papier. Et puis, c'est pas loin du fleuve Penobscot, en fait. Donc, c'est une corridor naturel. Donc, c'est OK. plus bas, on va trouver Bangor, des endroits comme ça. Donc, et ce qui est drôle, tu m'as posé des questions par rapport à s'il parlait en anglais. Donc, en fait, dans le recensement de 1870, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça. On retrouve la famille Dagley, mais c'est écrit Spruce. Donc, c'est Spruce. Romain Spruce. Donc, ils ont traduit Pinette comme épinette, ce qui est Spruce. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, dans le coin de Old Town Bradley, on retrouve beaucoup de personnes qui portent encore le patronyme Spruce, mais c'est Pinette à la base. OK, fait quand on voit des Ouais. spruce, c'est des pinettes. Ouais, c'est ça, exact. Wow! Ah, c'est Généralement. génial. Ouais. C'est génial. Qu'est-ce qui attire la famille des parents d'Algaë à partir de Saint-Alexandre de Kamouraska pour s'en aller vers le Maine? Donc, je dirais que donc les parents d'Aglaé se sont mariés, j'ai envie de dire, dans les années 1840. Puis j'ai réussi à trouver dans les actes notariés l'acte de mariage, pas l'acte de Le mariage, mais contrat de mariage. le contrat de mariage. Et effectivement, on voit que Romain était très bien. Je dirais que il s'en sortait pas mal parce que j'ai trouvé des actes notariés où il avait acheté des terres à certains monsieur Dubé, tout ça. On voit que il s'en sortait pas mal, mais à mon avis, il y avait peut-être son frère François qui était parti avant lui, et puis il devait lui raconter, ben tiens, on peut faire l'argent facilement ici. Pas facilement dans le sens que c'est un travail facile, mais on pouvait faire de l'argent plus facilement. Il y a moyen de Donc, faire beaucoup d'argent. c'est ça, comparé au travail sur la ferme. Et puis, on sait très bien que déjà, le coin de Kamouraska avait déjà connu pas mal d'exodes, disons, vers les États-Unis, surtout vers le nord du Maine. Ça date depuis le début du 19e siècle parce qu'il y en avait beaucoup qui sont partis dans le nord du Maine, dans la vallée du Haut-Saint-Jean. Donc, c'est, par exemple, aujourd'hui, dans le coin de Fort Kent, Madawaska, puis même Edmundston, ces endroits-là. Déjà,
au début du 19e siècle, le Kamouraska était déjà peut-être pas trop, c'était pas nécessairement trop peuplé, mais c'est juste qu'il y avait de moins en moins de terres à être distribuées, donc ils étaient obligés à s'exiler dans le nord du Maine, puis c'était surtout à vocation agricole. Mais à partir des années 1840, 50, 60, ben, c'était des gens qui partaient du Kamouraska pour travailler plus au sud, donc autour de Bradley, Old Town, Bangor, Augusta, puis même voir plus au sud, à Lewiston, Biddeford, etc., etc. Donc, je pense que déjà le coin de Kamouraska était déjà bien situé était bien réseauté par rapport à, comme Ils dirais-je, sont bien positionnés pour puis pouvoir il devait, s'expatrier à tout quelque à part. fait, puis il y avait déjà, comme dirais-je, ce contact. Il y avait déjà cette connaissance des différentes communautés canadiennes un peu partout, éparpillées partout dans le Maine, là, je dirais. Je pense qu'ils avaient déjà le culture de faire ça à ce moment-là. Oui, C'était, puis parce que c'est quelque chose qui arrivait beaucoup, là, pas juste dans Kamouraska. Là. oui, c'était On a tous partout. des ancêtres. La problématique, c'est que tu avais un nombre de terres limité. Ils n'ouvraient pas nécessairement de territoire ailleurs. Puis là, Oui, ben, quand tu avais des enfants et que tu mourais, ben, tu fractionnais ta terre pour le donner à tes enfants. Fait que là, quand tu as une grosse terre, 3, 4 générations plus tard, ils ont des petites terres. Puis ben là, tout à fait, ça devient. rentabiliser ça, ça devient de plus en plus difficile. Puis là, ben, c'est intéressant d'aller faire la pièce, comme il disait, Tout à fait. à quelque part où est-ce que tu peux travailler pour du cash au lieu d'avoir des produits. Parce que être fermier, ça implique que tu fais tes produits. Oui, Tandis que travailler en usine, ça implique que tu as du cash. tout à fait. C'est pas la même Puis, chose. Puis, une chose importante aussi à en tenir compte, c'est que toute la plaine du Kamouraska était pas mal occupée, puis les terres à être défrichées étaient surtout plus les monts, puis en arrière-pays. Donc ça Ouais. nécessitait tout un travail d'arrache-pied pour pouvoir vraiment faire de la terre, comme on disait. Et donc Ouais. je pense que pour certains, au lieu de refaire la terre, ben, c'était beaucoup plus rentable en termes d'argent puis de temps d'aller partir s'exiler aux États-Unis. C'était un choix, puis c'était en vogue parce que ben, le monde en voyait qu'il y avait des bonnes réussites avec ça. Tout à fait. Puis là, ben, moi, je sais, parce que j'ai des ancêtres qui l'ont fait. Il y en a qui revenaient après avoir fait la pièce. Ouais. Mais là, définitivement, sont restés là parce que je pense qu'ils sont quand même restés là pendant un bout de temps, c'est ça que je Oui, comprends. tout à fait. Donc, en fait, la famille de l'épinette, donc d'abord, comme je vous avais dit, ils se sont installés à Bradley. Puis à partir du recensement en 1880, ben, ils étaient déjà établis à Lewiston. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lewiston, ben, c'était une population de Canadiens français bien établie. Déjà en 1880, ça faisait déjà 10 ans qu'ils avaient leur paroisse mère, donc la paroisse, donc l'église Il y avait canadienne. déjà des églises Oui. catholiques françaises à Tout à Lewiston. fait, ouais, tout à fait, puis qui était Avec une déjà société Saint-Jean-Baptiste, j'imagine, puis tout, tout là. à fait, à l'époque là, dans les années, ben, en 1880, ben, justement le journal Le Messager a été fondé par le docteur Louis Martel. Donc déjà, il y avait un journal. Quelques années plus tard, il y avait un hôpital. Donc c'est ça, les Peanuts se sont établis à Lewiston pour la longue durée. Après, quelques-unes des sœurs d'Agley sont parties se marier à Rumford. Donc ça, c'est bon, c'est une ville industrielle un petit peu plus en arrière-pays, mais pour la plupart, ils sont restés à Lewiston. Puis aujourd'hui, je pourrais vous amener avec moi pour voir où est enterré Romain Pinette, mon Wow! arrière-grand-père. Donc c'est pas rien quand même. Puis on voit très bien la tombe, la pierre tombale, puis c'est très bien écrit Romain, puis son frère François. Donc c'est même pas rien là. Ah ouais, c'est Quand quelque même. chose. Ouais. Ça, c'est du côté d'Algaï, mais François, lui, c'est quand est-ce qu'il s'amène aux États-Unis? Donc, François, je connais, je pense, pas mal son histoire. Bon, c'est sûr que j'aimerais en connaître davantage, mais j'ai fait vraiment beaucoup de recherches parce que, bon, c'est de lui que je tire mon nom. Et donc, ben voilà, ça m'attirait davantage de vraiment comprendre son histoire. Quand j'étais petit, bon, c'était un peu nébuleux, on connaissait pas grand-chose. On savait que il est décédé parce que ce qu'on raconte dans la famille, c'est qu'il était décédé. Moi, j'ai trouvé plus tard la date, mais on sait tout ce qu'on a raconté sur lui quand j'étais petit, c'est que il était en train de travailler avec lui, c'était un marchand de bois, puis il était en train de décharger une charrette de bois, puis ça avait déboulé, puis il y avait des billets de bois qui se sont en fait, qui avait écrasé sa jambe, et puis au lieu de vouloir se faire amputer la jambe, parce que là, il avait contacté la gangrène,
Ça s'est devenu infecté, puis ça s'est infecté, il a eu la gangrène. Et puis, au lieu de vouloir le faire amputer, ben là, on dit qu'il était trop fier, et puis donc il a laissé aller, puis il a succombé à l'infection. Mais c'est tout ce qu'on savait. Donc moi, j'étais vraiment en train de faire beaucoup de recherches, et puis c'est en faisant des recherches des actes notariés, que j'ai appris que son père était décédé en 1878. Et puis en regardant les recensements, on voit qu'il s'était établi ici à Lewiston la même année. Donc à mon avis, son père était déjà en train de préparer, disons, leur départ pour partir aux États-Unis. Et puis, lui, il est mort subitement, et que la famille était déjà partie là-bas parce que son père est décédé au mois de mars. Et je pense qu'il était déjà mon arrière-grand-père François, sa mère et ses frères et sœurs étaient déjà partis à Lewiston, parce que dans les actes notariés, j'ai trouvé la correspondance de la femme du père qui est décédé en 1878. C'est un peu confus parce que tous les deux s'appelaient François. Donc, c'est François fils. Et puis, même François, mon arrière-grand-père s'appelait François aussi. Il y en avait 3. Donc, des fois, c'est un peu mêlant. C'est tellement classique. Donc, celui qui était venu ici aux États-Unis, à Lewiston, François. Son père François est décédé. Et puis, donc, la mère de François, elle, c'est une Casavant. Puis elle avait un frère ici à Lewiston, un certain Magloire Casavant, qui s'était établi ici, qui avait une ferme depuis longue date, et c'était un des premiers Canadiens qui s'était établi ici. Et puis, il était même là à l'ouverture de la paroisse en 1871. Et puis, donc c'est pour ça qu'à mon avis, Aurélie Casavant, elle savait que son frère, ça marchait bien, puis toute la famille était au bord de partir dans le Maine. Je pense qu'à mon avis, François devait rester pour peut-être les récoltes, je sais pas quoi. Et lui, il est mort au mois de mars. Puis là, on trouve dans les actes notariés toutes les correspondances d'Aurélie Casavant ici à Lewiston, qui envoie des demandes tu sais, des choses testamentaires, Et puis c'est drôle parce que c'est marqué en anglais, Notary of Lewiston, Auburn, Androscoggin County, puis après ça, c'est tout écrit en français parce que pour envoyer au notaire de Saint-Liboire. Et donc ça, ça nous démontre que la famille était déjà établie ici. Et puis, donc c'est ça. Et donc, ouais, il est arrivé assez hâtivement quand même, parce qu'il est arrivé en 1878. Donc, il a passé toute l'adolescence. Et puis, avec mes actes notariés, j'ai appris que son père à lui, donc le premier François, lui travaillait beaucoup dans le bois aussi. Puis, on voit aussi, parce que vers la fin de sa vie, juste avant, on voit qu'il faisait beaucoup de ventes. Il vendait ça, il vendait ci, il vendait ça, surtout des terres. Donc, on voit qu'il était vraiment au point du départ là, pour partir. Donc, et puis comme ça, il est mort. Il est en train de liquider leurs avoirs oui, tout à fait. Au nord de la frontière pour se déplacer. C'est ça, exactement. Et puis, c'est ça. Puis après, ils se sont établis ici. À mon avis, c'était plus facile de faire l'argent, parce que là, ils ne pouvaient plus compter sur sur le père. Voilà. Et donc, c'est ça, à mon avis, parce que mon arrière-grand-père François, c'était l'aîné de la famille. Bon, il avait une sœur, mais c'était l'aîné des garçons. Donc, je pense qu'il était devenu responsable pour s'en occuper de sa famille. Puis, déjà dans les années 1880, fin 80-90, ça marchait très bien pour lui, les affaires. Et puis, il avait même acheté des blocs, puis il avait même donné un bloc à sa mère où elle vivait. Donc, il s'en sortait très bien. C'est un bloc, c'est-à-dire un building à appartement, genre? Oui, tout à fait. Wow! Ouais, il y en avait plusieurs. Puis là, après ça, il avait même... donc, il en avait plusieurs sur différentes rues. Puis après ça, lui, il avait son exploitation de bois un peu plus en périphérie de la ville. Donc, il exploitait le bois, puis donc il charroyait le bois, puis il faisait défricher des coins différents. Puis, wow, c'est nice. Ouais. Puis il faisait partie de l'Institut Jacques-Cartier. Ici, c'était une société mutuelle. Donc, un peu à l'image de la Société Saint-Jean-Baptiste. J'ai trouvé ça dans sa nécrologie, là, dans le Massager. Puis, donc, c'est sûr qu'on voit qu'il s'impliquait davantage dans les causes francophones. Là. La Société Jacques-Cartier. L'Institut Jacques-Cartier. L'Institut Jacques-Cartier, cool. Ouais.
Ils se sont mariés, ils se sont rencontrés à Lewiston. Hein? Ouais. C'est comment la vie pour un Canadien français? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils peuvent se rencontrer? Ils habitent proches? Ils Ouais. travaillent à la même place? Ça, c'est une très bonne question dont j'ai pas tout à fait la réponse, mais c'est sûr qu'on pourrait spéculer deux, trois choses. Donc, c'est sûr que à cette époque-là, si François, lui, est arrivé en 1878, et à Lewiston, puis on voit sur le recensement de 1880 que la famille Pinette était déjà là. C'est sûr que tous les Canadiens partaient à l'église à l'église Saint-Pierre. Donc, c'est sûr que, bon, je suis pas sûr. Parce que là, il n'y avait aucun lien de parenté, hein. Lui, François, il vient de Montérégie, puis elle vient de Kamouraska. C'est sûr qu'ils ne se connaissaient pas, là. C'était trop loin à l'époque. Mais à mon avis, peut-être il l'avait vu à l'église, puis il commençait à se parler. Puis lui, comme c'était quelqu'un qui déjà, dans ces années-là, avait commencé son entreprise de marchand de bois. Puis, Il était déjà établi. Là. tout à fait, c'est ça. C'est ça, parce qu'après, ils se sont mariés en 1886. Ouais. Donc, à mon avis, ils ont dû se rencontrer peut-être à cette époque-là, généralement, après quelques mois, 1 an, 2 ans, les gens se marient. Ouais. Ça commence à faire longtemps. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Tu parlais des blocs que ton ancêtre avait. Est-ce qu'il existe encore? Pas tout à fait. Je les ai pas retrouvés parce que, en fait, ces blocs-là se trouvent vraiment dans le centre-ville de Lewiston, donc ça a été remanié depuis pas mal d'années, là. Donc, c'est certain qu'ils n'existent plus ou qui n'étaient pas très bien entretenus. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand François il est décédé au mois de janvier 1918, quand il est décédé, j'ai trouvé son testament. Donc, lui, il avait légué un de ses fils, pas mon arrière-grand-père, mais donc le frère de mon arrière-grand-père. Arthur, il avait légué une terre, en fait, qui se trouve un petit peu à cette époque-là, encore une fois, en périphérie de la ville. Mais finalement, en fait, c'est une terre où il y avait, où on pouvait exploiter tout ce qui était comme le gravier, des agrégats, des choses comme ça, et puis ça a fait fortune. Donc, ça a existé jusqu'à des années 90. J'ai envie de dire, c'était une compagnie qui s'appelait Lewiston Crush Stone. Bon, il y a des histoires de famille, mais en fait, mon arrière-grand-père, lui, il n'était pas mêlé avec ça. C'était plus ses petits frères qui étaient devenus gérants de cette entreprise-là, qui sont devenus même des millionnaires. Mais alors que mon arrière-grand-père, lui, était fermier sur une ferme un peu en arrière. Donc, c'est comme quoi. Donc, ouais. Mais oui, ça en est bien sorti. Mais en parlant de vestiges, parce que là, tu m'as posé la question sur si les blocs existaient encore. Qu'est-ce qui reste, ouais? Ouais, je dirais que Lewiston Crush Stone, bon, l'entreprise n'existe plus, mais on sait où c'est, où on exploitait. On peut trouver l'ancien hangar, des choses comme ça. Mais donc ça, c'est un peu comme un vestige de l'ancêtre. Et puis après, je sais où c'est sa pierre tombale dans le cimetière Saint-Pierre, pardon. Parce qu'en fait, l'église, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais, et puis tout est écrit en français. Et puis, ce qui est intéressant sur cette pierre tombale, il y a mon arrière-grand-père François, son fils, mon arrière-grand-père, et puis mon grand-père, Paul François Martin. Donc, donc ça me fait plaisir à chaque fois que je leur rends visite, parce qu'il y a 3 générations enterrées au même endroit. Donc ça c'est bien. C'est pas. Ouais. En fait, je te dirais déjà d'avoir des pierres tombales qui datent de cette époque-là encore. Il y a beaucoup de cimetières en Amérique, en général, même en Europe, que dès que ça a au-dessus de 100 ans, là, les pierres tombales, là, si c'est pas quelqu'un encore dedans, récent, là, ils finissent par les enlever et réutiliser le lot. C'est vraiment bien d'avoir des arrière-grands-pères. Là. C'est pas tout le temps qu'on est capable de retrouver ça. C'est pas un nom dingue, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est super bien. Ouais. Combien d'enfants qu'ils vont avoir? Donc ça, c'est une très belle question. Donc François et Aglaé, donc ils se sont mariés en 86. Et puis, ils se sont mariés à l'église Saint-Pierre. Et puis, moi, j'ai trouvé l'acte de mariage. Donc, ils étaient. Le prêtre, c'était le père Adam.
que lui, c'était un Breton, mais c'était un père dominicain. Parce qu'ici, c'était les dominicains de Saint-Hyacinthe qui avaient la desserte la paroisse. OK. Et puis, donc, en 87, c'est le frère de mon grand-père, mon arrière-grand-père Émile. Donc, c'est Émile, François. Après François, c'était Napoléon, Arthur, Célina, Émilienne, Lucien, Félix. Et parmi tous ces enfants-là, il y a seul mon arrière-grand-père qui a eu des enfants. Ah ouais, Ouais, c'est quand une même. chose très étrange. C'est Ouais. spécial. Puis parmi donc, tous ces enfants-là, Émile, lui, il s'est noyé dans le lac ici en Ah ouais. 1910. Ouais. J'ai même réussi à trouver l'article dans le Messager qui décrit tout ce qui s'est passé. Donc lui, il est décédé. Après ça, c'était François, mon arrière-grand-père. Napoléon n'a pas eu d'enfant. Arthur, lui, il était devenu millionnaire. Il est parti finir sa vie en Floride. Après ça, Célina, elle est restée ici à Lewiston. Emilienne, elle est morte en Californie. Et puis le dernier, le cadet, Félix, lui, il est mort en Californie aussi. Donc ils sont Quand même. partis assez tôt quand même. Ils sont partis dans les années 40-50. Ouais. C'est Puis, spécial. ouais, c'est spécial pareil. Puis parmi tous ceux-là, il y a juste mon arrière-grand-père qui a eu des enfants, qui est quand même très spécial. Puis ton Ouais. arrière-grand-père, lui, il a eu combien d'enfants? Donc, il a eu Jeanne, Lucien, mon grand-père Paul, Marcel et Bertrand. Cinq. Il y en a eu Ah. 5. Ouais. Après, tous ces 5-là, ils ont eu des enfants. Ouais. Ouais, non, c'est quand même. Ah, ben, tant que t'en as qui ont des descendants pour Tout à perpétuer fait. Ouais. c'est surprenant sur 8 qu'il y en ait juste un, là. C'est Oui, c'est très particulier. étrange. Et Ouais. puis, on raconte dans la famille que, par exemple, on ne sait pas pourquoi exactement, mais bon, quand mon arrière-grand-père est décédé, François, mon grand-père François, comme c'était le fils aîné de la famille, lui, en principe, il aurait dû hériter l'héritage de son père à lui. Mais en fait, ça a sauté François et Napoléon, c'est arrivé à Arthur. Donc, peut-être c'est parce que mon arrière-grand-père, il préférait son fils Arthur, il pensait qu'il était plus fiable, on ne sait pas. Mais entre François, Arthur et le frère Lucien, ils ne s'entendaient pas très bien. Puis on raconte que Aglaé, quand il y avait des rassemblements de famille ou quand c'était Noël, quelque chose comme ça, elle allait carrément chercher dans les poches de ses fils, d'Arthur, de Lucien, puis retirer l'argent en leur disant, ben, il y a juste votre frère François qui a des enfants, lui, il a besoin. Puis c'est ça qu'elle faisait. C'est ça qu'on rencontre dans la famille. Après, si c'est vrai, je sais pas, mais ouais. C'est Des spécial. anecdotes de famille. Génial. Ouais, Puis bon, ils vont passer là, le reste de leur vie là, tout à à fait. Lewiston là, Ouais. jusqu'en quelle année les deux décèdent? Donc, François, lui, il est décédé à 55 ans, prématurément un peu parce qu'à cause de son accident. Donc, lui, il est décédé en 1918. Puis Aglaé, elle est décédée en 1945. Oh, quand même. Donc, c'est ça. Puis, mon grand-père, il avait bien connu sa grand-mère, mais il n'avait pas connu François parce que mon grand-père est né en 1925, puis lui, il est décédé, ouais, voilà, quelques Il années était avant. décédé avant, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ce qui est drôle, c'est que Aurélie Casavant, donc mon arrière-grand-mère, elle est décédée en 1927. Puis donc la famille Casavant, il y avait vraiment beaucoup de longévité pas mal parce que donc Aurélie Casavant, c'est qui encore? Donc François et Aglaé, hein? François, sa mère à lui, c'était Aurélie Casavant. Celle qui avait le frère Magloire Casavant qui s'était établi ici vraiment au début de la colonie canadienne. Puis elle, en fait, elle est restée à Lewiston Auburn jusque dans les années 20. Puis sa fille aînée, Caroline Martin, donc la sœur de François, elle s'était mariée avec un Saint-Onge, puis elle est repartie au Canada à Disraeli. Puis Aurélie Casavant l'avait suivie, puis elle est décédée en 1927 à Disraeli. Donc, la sœur de mon grand-père Jeanne, donc la seule fille de mon arrière-grand-père, donc mon arrière-grand-père, la seule qui a eu les enfants, sa fille Jeanne, elle est née en 1920. Elle avait de vagues souvenirs de son arrière-grand-mère
Casavant. Donc, c'est quand même pas rien, là. Parce Ouais, que c'est Aurélie spécial. Casavant, elle est née dans les années 1830, 40, là. Donc, c'est quand même pas rien. Mais ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que le frère d'Aurélie Casavant, c'était le député de Bagotte au Parlement, à Québec pour la Quand région même. de Bagotte. Il s'appelait Antoine Casavant. Et puis lui, c'était un homme politique très important dans le coin de Saint-Hyacinthe. Puis même, il s'était, quand il s'était présenté aux élections, c'était contre son adversaire, c'était Honoré Mercier. Donc, c'est quand même pas rien. Ouais. Ouais, quand même. Ouais. OK, OK. Tu d'autres choses que tu aimerais rajouter sur François et Aglaé? Ben si, un petit peu. Donc, avec François, avec mon père, au mois d'août, là, l'année dernière, on est parti avec mon père faire le tour de la Montérégie. Donc, on a commencé d'abord à Boucherville parce que c'est là où le premier ancêtre Martin il s'était établi pour jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire que, bon, lui, il avait beaucoup bougé au début, mais quand il est mort à Boucherville dans les années au 17e siècle. Donc, en fait, avec mon père, on a fait Boucherville, Contrecoeur, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Denis, Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, Saint-Dominique, Saint-Liboire. On a visité tous les villages, puis on a même réussi à trouver des parents Martin de Saint-Liboire et tout Ouais. ça. Ouais, donc ça, c'était vraiment très intéressant parce que l'oncle de mon ancêtre François, euh, lui s'appelait Antoine Martin, puis lui, c'était un des premiers, en fait, le cousin de mon ancêtre François, c'était un des premiers pionniers de Saint-Léonard d'Aston, en fait, aussi. Donc, on a fait tout le périple, on a rencontré des cousins Martin, puis c'était Plein de vraiment petits très intéressant. cousins, ouais. Ouais, c'est Ça ça. fait que ton premier ancêtre en Amérique, là, au Oui, Canada, c'était qui? il s'appelait Charles Martin. OK. Donc, lui, il est né le 17 octobre 1644 à Dieppe. Donc, dans le département Ouais. Seine-Maritime, donc Normandie. Et puis, oui, lui il est arrivé, il était déjà au recensement, je pense, de 1666, je crois. À peu, oui, c'est ça. Ouais. Et, Ben, c'est le 66 ou 67, là, peu ouais, importe. c'est ça. Et puis, donc, il était pilote sur le Oh, Saint-Laurent. Et quand puis, même. donc il s'était établi donc, au début à Montréal. Il s'était marié avec Catherine Dupuis, qui était une fille du roi. Après ça, il était parti à Québec, Charlebourg, ce qu'on appelait aussi la Petite Auvergne. Et puis après ça, il était à Sorel. Et puis après ça, il était à Boucherville. Et puis, on n'a pas trouvé l'acte de décès, mais on sait à peu près quand il est mort parce que quand un de ses fils était décédé, il était marqué comme Ouais, comme étant mais déjà décédé. qui n'était pas décédé, parce que c'est OK. marqué, la mère était Feu, donc fils de Charles Martin et puis de Feu de Catherine OK. Dupuis. Et puis après ça, on sait que Charles s'est remarié avec un Marie Attenville. Et puis, très peu, donc l'écart entre quand son fils est décédé, puis quand Marie Attenville s'est remariée avec un autre monsieur, on sait qu'il est mort à peu près dans Et quelques entre les mois. deux dates, là, c'est C'est ça. ça exactement. Donc, on ne sait pas où exactement où il est décédé. Après ça, ouais. Donc, ça, c'était dans les fins 17e siècle. Il venait de où en Normandie, tu dis? Dieppe. Dieppe. Il me semble que c'est comme Abraham Martin aussi qui était Oui, Abraham pilote. Martin. Ouais, c'est ça qu'on dit Est-ce qu'il qu'ils venait de. est-ce qu'ils ont un lien de parenté? On ne le sait pas. Pas ce qu'on sache, C'est je pas suppose. impossible, C'est mais pas impossible, mais parce que c'est Abraham Martin dit l'Écossais. Après, c'est ce qu'il venait de la rue de l'Écosse à Dieppe ou on sait pas trop. Hein. Mais ce qui est drôle, c'est que du bord de ma mère, je suis apparenté avec Abraham Martin parce que chez les Dusty, euh, une donc en fait la première femme dans cette lignée de Dusty, elle c'est une ratée, puis dans sa famille, en fait, je pense que c'était sa grand-mère qui était Anne Martin, la fille d'Abraham Martin. Donc, on est tous mêlés de toute C'est façon. génial. On est tous cousins à un moment donné, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. histoire passionnante et sachez là, qu'on va rencontrer Camden lors des prochains mois pour qu'il nous parle de d'autres couples de ses ancêtres qui sont pour la grande, grande majorité venus du Québec. On va aussi approfondir là, l'histoire de Lewiston dans le Maine. Yann, qu'est-ce que tu en as pensé de cette entrevue-là?
Pas mal de choses. Premièrement, je trouve ça génial, les spruce, Ouais. les pinettes. Je connais des pinets, des pinettes, puis j'aurais jamais pensé que spruce pourrait être une traduction de leur nom. Je trouve ça vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment bien parce que Camden, ben, c'est un Franco-Américain je sais qu'il a habité un peu au Québec, il habite un peu en France, il parle un français excellent, mais il connaît mieux certaines parties de l'histoire de villages dans notre coin que beaucoup de gens ici. Malgré que lui, il est de nationalité américaine, je trouve ça vraiment le fun. Puis, c'est super intéressant à jaser avec lui. Ouais. En tout cas, on a bien hâte de le revoir le mois prochain. Passons à notre prochain sujet, hein. La dernière fois, on a parlé des débuts de la démocratie, hein. Puis, bon, il y avait des seigneurs là, qui avaient un certain pouvoir. Aujourd'hui, on va parler de la transmission de ce pouvoir-là alors qu'on arrive dans un régime démocratique. Avant d'arriver à 1837-38, 1791, là, on a la proclamation royale qui nous amène à Oui. une certaine démocratie. Est-ce que l'élite va changer un peu là, au début du 19e siècle ou C'est on les mêmes garde la même familles. gang? Ben, c'est sûr que là, il va y avoir des gens qui vont se faire élire députés, mais souvent, ils ont l'autorisation du seigneur de la place, hein. Des fois, Ouais, il y a des seigneurs, ça leur tentait pas ouais, d'aller, ouais. de C'est pas s'en tout le monde aller qui faire veut de la faire de la politique. politique, là. Donc, il y avait des gens qui ont pris, qui ont eu des mandats, des personnages qui vont prendre une place tranquillement. Et c'est là qu'on va voir un peu ce changement-là. C'est pas juste des seigneurs qui sont au pouvoir. Sauf que les seigneurs, faut jamais oublier, les députés sont élus, mais pas les membres du conseil législatif. OK? Ouais. Et là, les seigneurs, quand ils voient que ça commence à chauffer dans une région, ben, ils vont se faire nommer conseiller législatif. Puis là, ils vont laisser quelqu'un d'autre se faire élire à la place dans leur pays. Donc, c'est une façon de garder le pouvoir. Parce que c'est le réflexe féodal, c'est ça. On veut conserver le pouvoir et le transmettre. Des fois, là, on voit ça si les gens consultent les sources, là, c'est très intéressant. Un conseiller législatif qui était seigneur, quand son fils devient seigneur, oups, on va le nommer aussi conseiller législatif en remplacement de son père. On voit ce genre de népotisme-là. OK? On le voit, ça. C'est un peu partout. À notre Parce époque, que ça existe encore. Parce qu'il faut savoir, là, mais justement, tantôt, on parlait là, du système politique, mais c'est ça, on a des gens élus, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs, là. Non, non, Si non, tu peux non, nous non. Le expliquer c'est pouvoir, quoi les chambres et le c'est le gouverneur? gouvernement. C'est sûr que c'est le gouvernement, le gouverneur, là, puis bon, l'élite anglaise, l'élite francophone. Il faut jamais oublier que l'élite, les gens, le conseil exécutif, le conseil législatif, bon, ça, je vous dirais que je suis moins spécialiste de ça, mais on voit quand même au niveau des clans familiaux, les gens qui se rapprochent du pouvoir beaucoup. On commence à avoir de plus en plus d'alliances interreligieuses aussi, catholiques, protestants, chez les élites. Hein, vous regardez, les gens se fréquentent dans des salons des gens de l'élite, hein. C'est sûr que faut jamais oublier qu'on n'est pas dans la philosophie égalitaire comme on a vécu après la Révolution tranquille. Hein, c'est les gens riches qui sont éduqués de façon un peu plus précise. De temps en temps, on en prend un dans une famille qu'on envoie au collège, là. C'est arrivé. Mais où tu gagnes en ayant un certain sens des affaires, t'es bourgeois, parce on va apparaître aussi une classe bourgeoise très importante. Donc, des gens qui font du commerce, hein, on fait le Ouais, les commerce. commerçants, Donc, les à commerçants, cause de la on richesse. appelait ça les négociants. Souvent, on va Ouais. voir un député, c'est quoi avant d'être député? Ah, il est négociant à Québec. Donc, il fait du commerce entre Québec, Trois-Rivières, ou Québec, Montréal, ou avec, bon, etc. Donc, on voit ce groupe-là. Puis, on va commencer à avoir des gens chez l'élite canadienne-française, qui vont aller prendre des cours de droit. Parce que là, on est rendu avec une constitution, avec du droit. On a le droit civil français, mais on a le droit constitutionnel anglais aussi. Et là, c'est intéressant de voir que chez les familles de seigneurs,
ben, soit le premier-né souvent devenait seigneur, puis il était des fois militaire. Chez les Bouchers de Boucherville, ça a été beaucoup ça. Mais des fois, le deuxième ou le troisième enfant, ben, il va aller suivre un cours, une licence, il va aller faire sa licence en droit. Il va aller faire son droit. D'autres vont aller faire leur médecine. Donc, on voit apparaître, bon, c'est sûr qu'il y a des notaires dans chaque famille. On veut avoir un exemplaire de chaque carrière dans toutes les familles, parce que c'est ça le pouvoir dans le village. Il ne faut jamais oublier que nos villages, comment ils sont bâtis, c'est vrai partout au Québec. C'est l'église, hein, qui est au centre, mais à côté, les notables restent alentour de l'église. Il ne faut jamais oublier ça. Et on commence à, faut jamais, aussi dans les années 1830, on voit apparaître les collèges, on fait venir des communautés Oui, des françaises. collèges classiques Et là, éventuellement. et on le voit, les prénoms changent, hein. Moi, je Oui. regarde, je donne un exemple. Moi, dans ma famille, Hood, tu avais des Louis. Bon, Louis Hood, c'est en l'honneur de Louis XIII, tout ça, là. Mais après ça, tu as des Jean-Baptiste, des Joseph, des nanana. Mais à partir de 1836, on voit des Narcisses, des Achilles, la mythologie grecque. Oui, On oui, voit c'était apparaître beaucoup à la ces mode, 19e personnages-là. siècle. Beaucoup de Napoléon à partir de Oui. 1850, hein, parce que les gens, 1860, les gens pensent que Napoléon III va venir sauver le Québec, là, parce qu'il y a une, il y a une conjointe, il y a une femme hispanique, là. Fait qu'on pense qu'il viendrait, il va aller au Mexique, puis il va passer par le Québec, nous libérer, ce qui n'est pas arrivé, là. Mais tu vois apparaître des prénoms comme Napoléon beaucoup à ce moment-là. C'est intéressant, ça. On avance un peu. Oui. En 1826, le Parti canadien devient le Parti patriote, change de nom. Oui, l'élection de 1827, surtout qu'on va voir le Parti Pourquoi le patriote. changement de nom Ben, exactement? c'est parce que là, il y a un petit durcissement un peu. Là. Je n'ai pas toute la connaissance sur Oh, on ce peut être plus dur sans changement-là. changer de nom. Je veux dire, C'est ça. il y a vraiment, y Mais a-t-il un ils ont changement décidé. philosophique? Mais Qu'est-ce que il y c'est a que comme un côté plus pratique, plus nationaliste, patriotique un peu plus, là, il y a un durcissement un petit peu qui commence. Mais ce qui est intéressant, moi, qui me fascine, c'est comment, à une époque, 1827 à 1839, là, il n'y a pas de moyens de communication comme à notre époque, et Oh le non. Parti patriote va être représenté partout au Québec. Et ça m'a fasciné. J'ai voulu comprendre pourquoi. Et là, j'ai Pourquoi puis commencé à... comment? Puis, on sait, l'événement public par excellence, c'était le mariage. Il ne faut jamais oublier que le mariage, c'est d'abord un événement public. Tout le monde d'une communauté pouvait assister au mariage. Oui, puis c'est annoncé au moins C'est 3 semaines à annoncé, c'est l'avance. ça. Il y avait hein, on Les publiait bancs de les plans, mariage. etc. C'est un événement public. C'est l'alliance entre deux familles. On est encore dans le régime féodal européen. Oui, Donc, et moi, on voyageait en carriole, on voyageait en bateau, en canot, à etc. cheval. Donc, c'était des longues journées. On arrête chez le petit cousin ou la petite cousine. On arrête chez le mononcle, la ma tante, le grand-père, la grand-mère pour Puis il demande des dormir là nouvelles. et prendre des nouvelles. Et les nouvelles se répandent comme ça. Moi, c'est ça que j'ai l'hypothèse la plus probable. Mais on voit des mariages. Par exemple, Alexis Rivard, qui vient de la région de Batiscan, hein, puis tout ça, puis il vient d'une famille de politiciens, mais il va être député patriote à Rimouski. Pourquoi? Parce que sa deuxième épouse vient de ce coin-là. Donc, comment ça se fait qu'un Rivard devient à l'époque des Patriotes député de Rimouski? Ben, il y a eu un Ah, événement qui a transféré de place. Là, ça, oui, il c'est est un allé dans la exemple. paroisse de son C'est ça. épouse. Donc, il y a des assemblées qui se font un peu partout comme ça. Et c'est ça qui est fascinant de voir comment la communication s'est faite, hein, le bouche-à-oreille, les événements familiaux. On se rend compte, c'est sûr que ça joue ça. Ça a joué, hein. Si on vient à Montréal, le Parlement est à Montréal, il y a Québec aussi à travers ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, tu sais? On se promène, tu sais. OK. Ça vaut la Puis, peine. t'es rendu dans ces années-là, là, un peu avant la rébellion. Qui est à la tête là, du Parti patriote? C'est Ben, qui c'est les sûr qu'il y clans avait familiaux qui sont d'influence, là? C'est sûr que Papineau, moi j'appelle ça, j'en ai mentionné dans un de mes livres, L'improbable victoire et patriote, le clan familial Chérier, Papineau, Viger. C'est trois familles qui sont intimement liées par des liens de sang.
C'est des gens qui avaient, dès le départ, 1792, hein, Joseph Papineau devient député quelque temps dans ces eaux-là. Joseph Papineau, il y a aussi toute la famille Chérier. François Chérier, qui était un notaire de Saint-Denis, sa famille est importante. Son premier fils, il va l'appeler François, il va être un prêtre important de la région de la vallée du Richelieu. Donc, puis tu as des commerçants là-dedans, tu as les Vigées aussi, à travers ça, Montréal, puis tout ça. Donc, c'est toute cette région-là, dans chaque famille, tu as tous les pouvoirs, on veut les pouvoirs, hein, le pouvoir du commerce, le pouvoir, on veut des notaires, hein, le pouvoir de l'acquisition des terres, on a le pouvoir religieux, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a une petite chicane chez les Papineau aussi à cette époque-là. Tu as un monsieur qui devient archevêque de Montréal, qui s'appelle Jean-Jacques Lartigue. Jean-Jacques Lartigue, sa mère, c'est une Chérier. Donc, OK. c'est le cousin de Louis-Joseph Papineau. Imaginez, donc là, il y a tout un paquet de vases communicants au niveau des communications, hein. C'est facile. Si tu as quelqu'un de la famille dans chaque sphère de l'existence, les seigneurs fonctionnaient comme ça, hein. Il y avait un enfant qu'on envoyait chez les militaires, un autre qu'on envoyait curé, l'autre qu'on envoie faire son cours de médecine, l'autre qu'on envoie faire son cours de droit, de notarial ou avocat. Donc, on a des gens dans toutes les sphères, hein. Le commerce, c'est la même chose. On commence à avoir des journaux. On a des gens qui sont propriétaires de journaux, des seigneurs qui sont propriétaires de journaux, des petits journaux qui naissent. Donc, on voit tous ces gens-là la communication commence à circuler de cette façon-là. Et c'est assez intéressant c'est sûr que les seigneurs étaient encore très impliqués, mais les seigneurs vont comme un peu devenir un peu, quand ça va se durcir au niveau du Parti patriote, là, parce qu'il y a des seigneurs qui sont patriotes, hein, qui sont dans le Parti Ben, oui, patriote. certainement. Joseph Toussaint de Rollet est seigneur à Saint-Marc-sur-le-Chenieux, seigneurie de Cournoyer, là. OK? Il est seigneur. Lui, il s'est battu à la guerre de 1812, OK? Puis il a même été un gradé du Fort Lennox, OK? Quand Donc, même. quand on comprend ça, puis il a marié euh, une fille du notaire Boileau à Chambly, à ce moment-là, c'est tous des loyaux, ça. C'est des loyaux sujets des Britanniques, là. Il ne faut jamais Oui. oublier ça. Papineau aussi au début, là, OK? Mais il arrive, à partir de 1820, il y a un durcissement. Hein, et là, c'est là que les allégeances vont commencer à changer. Puis Joseph Toussaint de Rollet, par exemple, qui est seigneur de Saint-Marc, en passant, quand il s'est marié en 1812 avec son épouse, la famille Rouville, Hertel de Rouville, est présente au mariage. Donc, les seigneurs étaient tous là, là. Hein, donc, et ça, c'est important de savoir que jusqu'à la création, jusqu'en 1830, même jusqu'en 1836, j'oserais le dire, ça allait quand même assez bien, même s'il y avait un durcissement de la pensée au niveau du Parti patriote. Je donne un exemple, Jean de Saulles, qui est seigneur de Saint-Hyacinthe, qui est le beau-frère de Louis-Joseph Papineau, ben, il se fait nommer conseiller législatif. Et là, c'est Louis Poulain, le beau-frère de Louis-Renaud Blanchard, qui devient. Parce qu'il y avait deux députés à Saint-Hyacinthe, hein. Il y avait Louis-Renaud OK. Blanchard et Louis Poulain qui a remplacé Jean Dessaulles. Donc, c'est une autre partie du Parti patriote, là. Et c'est intéressant de voir comment les forces en présence, c'est l'ensemble de ces gens-là. Il y a des gens qui commencent à le gouvernement britannique commence à dire: Hey, c'est en train de nous échapper, ça, cette affaire-là, là. Fait qu'on va demander au Seigneur: Ben, tu veux-tu garder ta seigneurie? On va dire à l'Artigue: il faudrait que tu dénonces ton cousin, là. Hein, le mandement de. Bon, on a déjà entendu parler du mandement de l'Artigue qui implorait les gens de ne pas suivre Papineau sans le nommer. Ouais. Donc, c'est un peu tout ça. C'est intéressant. Jusqu'en 1836, vu que tout le monde est là, l'inauguration du chemin de fer à la Prairie, l'hypothèse, moi, que j'aimais, c'est qu'après ça, il y a eu le durcissement. Puis, on arrive à l'Assemblée des six comtés à l'automne 1837. Ouais, ben, en même temps aussi, c'est qu'il tu sais, il essaie de se diriger vers plus de pouvoir pour C'est les ça. francophones. Puis, ouais, Ça quand ne tu fait n'as pas pas de l'affaire résultat, de tout le monde. c'est ça. C'est ça. Fait Tu avais des que, modérés comme en 1837, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est un modéré, qui après va prendre le leadership après les rébellions des années 1840 chez les réformistes. Mais t'en avais qui étaient modérés comme lui. Mais t'en avais qui étaient un peu plus pressés, hein. On a vu ça, nos souverainistes pressés. Il y en a même qui ont changé de parti. Donc, c'était intéressant. Mais on voit un peu ce genre
de dynamique-là, des plaques tectoniques qui commencent à s'affronter à partir de la fin de 1836. C'est ça qui est. OK. On le voit dans Après ça, il y a un durcissement qui se fait de chaque part. Puis c'est quoi exactement que les patriotes ont comme revendication, que le Ben, Parti patriote a comme revendication? je suis moins un expert là-dessus, mais c'est sûr que il y a la langue française, il y a la représentation, les budgets aussi dévolus aux élus, il y a, bon, il y a un paquet de trucs comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a une question identitaire très forte, hein, chez les Canadiens français. Et ça, c'est sûr que c'est là, hein. Il y a c'est d'essayer d'être moins tributaire du pouvoir anglais d'Angleterre, être plus autonome plus autonomiste, là, si on peut Ouais. prendre le mot de notre époque, là. Puis les British, dans le fond, eux autres, ils ne veulent pas donner aucune forme d'autonomie. Ben, Ils ne les sont pas encore gouverneurs rendus généraux, là. c'est ça. Puis les gouverneurs généraux, ils s'en foutent. Ils sont nommés Bon, au Canada, comme il y en a un qui est nommé en Australie, l'autre est nommé en ouais. Jamaïque. Bon, ils sont là pour quelques années, puis après, ils font leur mandat, puis ils retournent en Angleterre, dans leur manoir en Angleterre, là. Ouais, puis ils C'est font la c'est- pièce, c'est- là. c'est ça qui s'est passé. C'est féodal. Faut jamais Ouais. oublier que c'est vraiment la trame de fond. C'est un système démocratique, mais on veut pas trop C'est jouer pas dans encore tout là. C'est ça. C'est pas encore complètement là. C'est- Bon. On va, je vais faire un petit résumé très rapide d'un certain pan de l'histoire très intéressant. Mais bon, aujourd'hui, on parle des clans familiaux. À 1833, on va faire les 92 résolutions qu'on va 34, faire. 34, on va faire les 92 résolutions qu'on va faire approuver par la population un peu partout. On va envoyer ça en Angleterre. Ça prend 3 ans avant qu'on ait la réponse. Bon, les 92 résolutions, ce sont nos demandes pour être un peu plus autonomistes, etc. Ouais, pour avoir plus La de réponse, pouvoir puis être moins dépendant du pouvoir c'est britannique. ça, C'est c'est ça, ça. exactement. La réponse va venir 3 ans plus tard environ avec les 10 recommandations Russell qui non seulement rejettent de côté les 92 résolutions, mais aussi nous explique que ne nous sommes pas un peuple assez responsable pour se gouverner nous autres-mêmes. Ça va amener à l'Assemblée des 6 comtés, là, on parle d'environ 6000 personnes là, qui vont se rassembler à Saint-Charles, ça arrive sud. Si tu peux nous Sans avoir expliquer. rien publié nulle part sur Internet, là, les gens Ça, y vont c'est par Ouais, bouche à oreille. ouais, c'est fascinant. Moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette assemblée-là, parce que mon ancêtre était présent. Une des résolutions, la 10e, c'est lui qui va la dire. Fait que j'ai Quand voulu même. comprendre c'était qui Et quand on voit que Joseph Toussaint Drolet est le vice-président, donc lui, c'est un cousin par alliance de Renaud Blanchard. Dans les rues de Montréal, on se rassemble. Sous les étoiles des histoires, on tremble. On chante nos aïeux et nos chemins. Venez écouter. bon, ben moi, j'aurais aimé ça qu'on puisse enregistrer ça après la fin de semaine qui s'en vient, parce que là, je m'en vais justement au Salon du Livre là, de Edmundston demain pour, entre autres, aller rencontrer Réal. Moi, il y a une chose que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il disait là, c'est que bon, c'était pas mal toutes les mêmes familles qui ont été les clans familiaux qui ont été au pouvoir, là, que ce soit là, presque des débuts de la Nouvelle-France jusqu'à très récemment, hein, même lorsque le régime seigneurial est tombé. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la Révolution tranquille a Ouais. changé la donne. J'écoutais à la radio dernièrement qui disait qu'environ 20% des députés, donc 1 sur 5, a un membre de la famille, un oncle, un parent, un grand-parent qui a déjà été député à l'Assemblée nationale. 1 sur Ça, 5 au lieu de presque toutes. Exactement. Tu sais, bon, c'est 1 sur 5, c'est quand même beaucoup. Ça reste 80% des postes pour des gens comme moi puis toi, parce que, bon, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas issus de ces familles-là. Ah. Mais ça reste que c'est quand même, comme tu dis, beaucoup plus que ça l'était à l'époque. Puis comme il disait, ça, c'est l'importance de la Révolution Ouais, tranquille, là, qui a oui. démocratisé l'éducation. Oui, ben Paul gérait la joie. Dans la Révolution tranquille, il disait qui s'instruit s'enrichit. Il voulait que le Québec s'enrichisse, mais aussi devienne un peu plus intellectuel. On a passé de manutenciers, puis d'industriels, puis de laboureurs à des cerveaux,
C'est beaucoup plus en vue être un bachelier à l'université maintenant que dans le temps où il y avait juste la noblesse qui le faisait. Puis c'est vraiment nouveau, ça date pendant les années 60. Là, quand on regardait, là, nos grands-parents faisaient souvent juste une deuxième ou une quatrième année. Nos parents, souvent, c'était hot, ils faisaient une 10e année. Ensuite, pouf, on fait primaire, secondaire, collégial, universitaire. Pas tout le monde, mais beaucoup plus, avec des gens beaucoup plus instruits, puis que ça donne des accès vraiment différents à des rôles incluant la direction de la patrie. Parce que, bon, il y avait des universités là, au Québec avant, mais comme c'était très coûteux, bon, seuls les enfants là, d'une certaine élite Oui, pouvaient puis les se permettre. religieux. Les religieux faisaient des études, mais sinon. Ouais, ou dans des familles de 15, ben, on Ouais, misait t'en avais sur un. un de la Ouais. gang, là, tu sais, mais il reste que c'était pas toute la gang, alors que justement, là, jadis, ben, comme qu'il disait, hein, on en plaçait un médecin, on en plaçait un avocat, on en plaçait un policier, on en plaçait un, tu sais, un peu partout, un religieux, Ouais. bon, pour avoir, tu sais, des Dans toutes les tentacules bonnes dans familles tout. catholiques, t'avais un religieux. Oui. Passons maintenant à notre prochain sujet. Lors du mois passé, avec Paul Lavigne, on a parlé du mythique bar chez Maurice. Aujourd'hui, on va continuer à parler de commerces, des autres commerces là, qui ont eu à travers là, l'histoire de Saint-Lazare, mais aussi de la foire agricole qui était un très grand événement là, à l'époque. Alors, on accueille Paul à l'instant. Mais revenons un petit peu dans le temps, tu parlais de l'importance là, de l'agriculture. Je pense qu'il y a aussi hein, les foires agricoles, là, c'était à ce moment-là, c'était un peu comme les fêtes municipales. Celle de Saint-Lazare, là, c'était quand même quelque chose de gros, là, je pense. C'était une des plus grosses foires de la région, commencée à la fin des années 1800 au Parc Bédard, ce qu'on connaît le Parc Bédard aujourd'hui. La foire agricole était là. Alors, il n'y avait pas de rue qui menait à cet endroit-là. C'était un petit chemin, le chemin Poirier, si on veut. Encore là, les chemins, il n'y avait pas de nom. Là. On appelait la route où M. Poirier demeure, là, qui menait à ce parc-là. C'était principalement une foire agricole où est-ce que les gens, une fois par année, amenaient leur bétail pour se faire juger. Les plus belles vaches, les plus beaux veaux, les chevaux. On avait des courses de chevaux à cour, comme qu'on dit. On avait des concours de les meilleures tartes, les meilleures confitures, les meilleures, etc. Puis dans les années 30-40, ben là, un peu la fête foraine a commencé. On a commencé à avoir des carrousels, on a commencé à avoir des grandes roues, les jeux comme qu'on les connaît, les jeux d'adresse, etc. Et c'est devenu le point de rencontre de la région de Vaudreuil-Soulanges pendant des années pour la foire agricole, etc. En même temps que si on veut, la foire de Soulanges, qui, elle, avait lieu à Pont-Château. Alors, on avait les deux à quelques semaines de différence. La foire de Soulanges qui était à Pont-Château, celle de Vaudreuil qui était à Saint-Lazare. Et c'est un peu, à un moment donné, à la fin des années 60, que la Société d'agriculture ont dit on n'a pas assez de marché pour en avoir deux. Alors, en 1969, c'était la dernière foire agricole de Saint-Lazare qui avait lieu et on a décidé de tout centraliser à Pont-Château par la suite. Et ça a survécu quelques années, mais je pense que cette notion-là, dans les années 70, tirait à sa fin aussi, là, de faire juger des veaux, puis des vaches, puis des chevaux, etc. La population était rendue beaucoup plus à un autre niveau, si on veut. La population rajeunissait. On avait des gens de Montréal maintenant qui venaient habiter ici. L'intérêt n'était pas pareil que 20, 30, 40 ans avant, ce qui fait que je pense que c'était une question de temps avant qu'elles disparaissent. Là, il n'en reste plus beaucoup des foires agricoles. Je pense qu'il reste Saint-Hyacinthe, puis c'est pas mal ça. À peu près ça, là, ouais. En effet, il n'y en a plus. Tu parlais tantôt ceux qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y en a à la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a des habitants de Saint-Lazare là, qui vont participer à cette guerre-là? Oui, on a une trentaine de Lazarois qui ont participé à celui-là.
avec le décès de deux, malheureusement, Lazarois qui sont décédés lors de la Deuxième Guerre mondiale. On a un mémorial présentement à l'Hôtel de Ville de Saint-Lazare qui a été inauguré par la Société historique il y a 3 ans, où est-ce qu'on liste tous les vétérans de toutes les guerres, de la guerre de 1812 à la guerre des Boers, à la Première, Deuxième Guerre mondiale, la Corée, etc. Et tous les gens de Saint-Lazare qui ont participé à ces guerres-là. Alors, on a tous les noms des soldats de chacune des guerres. Et on l'a également dans le livre du 150e. On a repris le nom de ces gens-là pour leur faire honneur, là, leur remercier pour leur dévouement et noter leur participation aux différents conflits militaires, si on veut, du 19e et 20e siècle. J'imagine que c'est les mêmes noms que ce qu'on parlait tantôt. Là. Tu vas avoir genre des Daou, des Lavigne, ainsi de suite. Là. Oui, c'est tous des noms connus, en effet, là, des noms de chevriers, etc., qu'on reconnaît ici. On a parlé un peu tantôt des commerces, j'ai sauté un petit peu vite aussi. On voulait développer le centre-ville, le village, si on veut, le village, le centre du village au début des années 1900. On a eu un des premiers concessionnaires d'auto ici, 1910, un concessionnaire Ford sur la rue Saint-Angélique. On avait un salon mortuaire, on avait des hôtels où est-ce qu'on avait de la musique un peu partout, on avait des casse-croûtes qui se sont développés. Alors, on a essayé de développer ce qu'on appelle la conserverie ou la cannerie. Alors, comme qu'on avait beaucoup de gens qui produisaient des produits maraîchers ici, on a développé sur la montée Saint-Lazare une cannerie où est-ce que les gens venaient porter leurs légumes pour les mettre en conserve. Alors, ça a duré pendant une 20aine d'années, cette conserverie-là, qui existe encore aujourd'hui. Si on passe sur la montée Saint-Lazare, on est capable de la voir, ça ressemble à un grand garage plus que d'autres choses. Non, peut-tu amener des trucs pour les faire mettre en conserve ou c'est plus pour l'aspect historique? Juste l'aspect historique, puis encore là, elle a besoin de beaucoup d'amour. Elle aurait besoin beaucoup d'amour pour la retaper un peu. Là, c'est rendu plus qu'un handicap visuel que d'autres choses, mais elle est encore présente. Alors, si jamais un jour on a un projet de rénovation ou de restauration, ça serait intéressant là, que quelqu'un soit capable de reprendre ça et lui remettre ses couleurs d'origine un peu, et qui sait, peut-être en faire un musée de la cannerie avec les produits puis les outils qu'on utilisait à ce moment-là. On en retrouve un peu partout aussi. La Société historique reçoit à tous les mois des gens qui nous appellent et dire « J'ai quelque chose à vous donner, êtes-vous intéressé d'avoir telle chose » ou etc. Puis malheureusement, on n'a pas les endroits pour entreposer ça présentement, mais pouvoir le faire, ce serait certain là, qu'on a des gens un peu partout qui sont prêts à nous donner là, des artefacts et des outils qu'ils utilisaient dans ce temps-là. Super intéressant. Intéressant. On parlait d'auto tantôt, justement, puis d'une lente progression là, au niveau de la population. J'imagine que la démocratisation d'automobiles après la Deuxième Guerre mondiale va avoir un impact là, sur le développement de Saint-Lazare. Un tout petit peu, mais encore là, limité. Alors, la seule, si on se souvient, dans ce temps-là, on avait la route 17 qui venait d'Ottawa, qui passait par Hudson, Vaudreuil, et qui amenait au pont, au premier pont Galipo, si on veut, ou le pont qui amenait à Pincourt. Alors, c'était un pont... l'île Perrot, là. C'est ça, un pont très simple à 2 voies, péage dans ce temps-là. Tu avais la route 2 qui, elle, menait de l'Ontario du côté de Cornwall. Et la seule façon de se rendre à Montréal, c'était par ce petit pont-là. Alors, bien qu'on avait un accès, c'était difficile, c'était ardu, c'était compliqué. L'auto était vraiment limité à se promener dans la région ici, de se rendre à Vaudreuil, de se rendre au village, si on restait sur les côtes, etc. Mais ça se limitait un peu à ça. Le gros point... c'était des voitures Ford, là, donc c'était des voitures à essence. Est-ce qu'il y avait des garages pour acheter de l'essence? Bonne question. Je sais qu'il y avait un concessionnaire, mais à date, on n'a pas trouvé de vestiges de garage ici. Sûrement le concessionnaire en faisait aussi. Le bâtiment, en passant, il existe encore aujourd'hui. Alors, juste à côté de l'ancien magasin de meubles de M. Denis, a une maison à vendre aujourd'hui. Ben, le concessionnaire était dans sa cour. Alors, on voit avec les photos là, le bâtiment, puis on est capable de voir où est-ce qu'était le bâtiment. Puis on parle ici d'une 15aine de voitures là, dans la cour avec un petit hangar en arrière. Là. On parle pas du tout de qu'est-ce qu'on voyait aujourd'hui, là, mais on est capable de comparer les photos d'aujourd'hui avec le bâtiment puis le garage en arrière, puis on voit encore où est-ce qu'il était 100 quelques années plus tard. Là,
C'est quand même cool. Question, là, on parle, il y avait l'eau courante relativement rapidement avec les tuyaux parce que c'était un endroit qui était propice à l'eau. Il y a eu des automobiles relativement tôt. L'électricité, c'est arrivé quand? C'est arrivé encore là par bout. Alors, on installait des poteaux électriques à certains endroits, au village principalement. On avait des poteaux avec des lampadaires. La grosse nouvelle, c'est qu'on installait 12 lampadaires à ce moment-là. On installait 6 lampadaires sur la côte Saint-Charles, 3 lampadaires sur la côte Saint-Louis. Alors, on y allait par bout de même. Puis encore là, ça vient au détriment du développement de Saint-Lazare, le fait qu'on avait 2, 3, 4 pôles où est-ce que les gens se développaient. Ouais. On ne pouvait pas investir à un endroit puis dire on va prospérer le village puis on va l'agrandir. On va laisser les autres sécher. C'est ça, là, tu sais. Alors, c'était vraiment sporadique à ce moment-là d'arriver. Puis on part dans les années 40, en effet, là, qu'on a commencé à avoir de l'électricité au village principalement. Puis là, par la suite, ben, Côte-Saint-Charles, Côte-Saint-Louis, tranquillement pas vite à ce moment-là. L'eau courante, par contre, elle était au village. Alors, les systèmes à ce moment-là, les autres, c'était sur des puits, autant sur la Côte-Saint-Louis, Côte-Saint-Charles. On parlait de puits à ce moment-là. Ça a pris beaucoup plus de temps pour que l'eau courante se rende à ces endroits-là, si on veut, là. Oui, je pense que même de nos jours, l'eau courante a des problèmes un peu de pression dans Saint-Lazare, dans certains endroits. Oui, en effet. T'sais. Puis pas les égouts, par contre. Les égouts, la majorité, très, très grande majorité de Saint-Lazare sont sur des fosses septiques. Ça n'a pas changé. Mais on a réussi à avoir de l'eau courante partout. Il reste encore, dans l'ouest de la ville, certains puits où est-ce que les gens utilisent encore des puits. Là. Mais principalement, c'est l'eau courante maintenant. Et c'est un peu notre limitation sur comment est-ce que le Saint-Lazare va se développer. Comme on n'a pas accès à un bassin d'eau, on n'est pas sur le bord ni du fleuve ni du lac des Deux-Montagnes. Toute notre eau est puisée par de l'eau souterraine. Alors, les nappes phréatiques ont une certaine limitation qu'on a évaluée ici à Saint-Lazare à entre 27 et 28 000 personnes, après quoi on n'aura plus d'eau. On ne peut pas être plus. On peut pas plus que ça. Là, ce qui fait que là, on est rendu Saint-Lazare à pas loin de 24 000 personnes. On approche la saturation. Qu'est-ce qu'on est capable de fournir en eau maintenant? À moins qu'un jour, on soit capable d'extensionner notre niveau d'accès à l'eau par Hudson ou par Vaudreuil, puis aller atteindre la rivière des Outaouais ou le lac des Deux-Montagnes. À ce moment-là, sinon, ça va être assez difficile de développer plus que dans l'ordre de 27 ou 28 000 personnes. Tu vois, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que si tu regardes les voisins à Vaudreuil, là, eux autres, ils ont accès à de l'eau parce qu'ils sont entourés d'eau de partout, là. Le problème, c'est que là, ils développent en hauteur pour avoir plus de gens, mais il n'y a pas plus de routes, fait que c'est pas toujours meilleur. Non, la problématique, par contre, qu'on a, c'est qu'on fait partie de la CMM et on a des obligations qui nous obligent à densifier. Et on essaie de nos côtés de leur dire on ne peut pas densifier, on n'a pas l'accès à l'eau. Puis eux, ben, ils sont un petit peu... ils s'en foutent pas mal de ce côté-là, où ils disent, regarde, vous n'avez pas le choix, ça fait partie de nos règlements. On est 82 municipalités dans CMM, on n'est pas pour faire des exceptions pour une et pour l'autre. Alors, vous n'avez pas le choix, vous devez densifier, puis dans un certain sens, on est limité. Fait que c'est un peu la problématique qu'on travaille aujourd'hui, et nos élus travaillent très fort pour essayer de sensibiliser les gens, de dire on ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas plus à cause de l'accès à l'eau qu'on a. Fait que les prochaines années vont être critiques à savoir comment ça va se développer ici. Pour les gens qui ne sont pas de la région CMM, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, c'était mis en place dans les années 80 par le gouvernement péquiste à ce moment-là. Et on a agrandi Montréal, si on veut, et dire toutes les municipalités à proximité de Montréal qui profitent de Montréal d'une certaine façon, soit du transport en commun, soit d'un accès à un pont, soit que les gens travaillent à Montréal d'une certaine façon, doivent contribuer au développement de toutes les municipalités et non pas juste laisser Montréal payer un peu dans ce sens-là. Fait que les Vaudreuil, ici, les Longueuil, les Laval, etc., tout le monde font partie de ça et Saint-Lazare est à les limites ouest, si on veut, qui participent à ce moment-là. On n'a presque pas de transport en commun. L'accès est très difficile ici pour arriver à Montréal, mais on est à part égale comme n'importe quelle autre municipalité, là, les 82 municipalités qui font partie de la CMM, et on a des responsabilités à l'intérieur de ça. Alors, très difficile. Oui. Il y a un objectif de densification, c'est parce qu'il y a quand même un problème pour les gens qui ne connaissent pas. Là, à Montréal, l'accession à la propriété, il y a un problème quand même assez majeur dans la métropole. Puis, ben, étant en banlieue, une des solutions, c'est de passer par là. Oui, définitivement. Justement, parlant d'augmentation de la population,
la banlieusardisation de Montréal va se faire là, dans les années 60, 70, 80. Ça prend un petit peu plus de temps là, à Saint-Lazare là, pour, encore une fois, les mêmes raisons qu'on énonçait un petit peu toujours. Moi, je me souviens qu'en 94, j'étais en secondaire 5 à ce moment-là, puis Saint-Lazare viennent d'avoir leur corps municipal, leur corps policier, Ouais. qui à cette époque-là, parce qu'il y avait une obligation quand une ville avait au-dessus de 5000 habitants, ils devaient avoir leur corps policier. Bon, ça, c'est avant que la SQ ramasse tout par la suite. On change ça à 50 000. Mais là, ouais, c'est ça. Mais là, en 94, on est 5000 à Saint-Lazare environ. On est rendu combien aujourd'hui? 24 000. Qu'est-ce qui explique 5 fois plus. entre 1875 puis 1995, on a à peu près une augmentation de 3000, 3500 habitants. Puis là, ben, boum, on vient de faire 4 fois en l'espace de quelques décennies. Qu'est-ce qui amène ce boom-là? Principalement deux choses qui se sont produites dans le milieu des années 60, soit la création ou qu'on a bâti le pont de l'île aux Tourtes et l'autoroute 40 qui reliait la province de l'Ontario côté ouest au travers de Montréal. Alors, on venait de désenclaver Saint-Lazare au côté ouest avec deux sorties d'autoroute, si on veut, possible de ce côté-là. Des légendes et des contes s'enivrent, trésors cachés dans les cœurs ils vivent. À chaque épisode, une nouvelle page, découvrons ensemble tout cet héritage. Ouais, ben, tabarouette, hein, Saint-Lazare est rendu à 24 000 habitants. Là, dire que nous, quand on était jeunes, il n'y a pas de cela si longtemps quand même. Si on parle de, c'était même pas 10 000 habitants, là, ça a quand même été une très, très grande progression, là, malgré là, une démographie très stagnante pendant près d'une centaine d'années. Puis là, ben, il y a eu un boom. On parlait des foires agricoles. Moi, ce que je trouve intéressant dans les foires agricoles, c'est que des fois, on a nos ancêtres qui ont gagné des prix. Le plus beau cochon, la plus. Tu sais, bon, ouais, mais ça, on le voit. Puis tu as première, deuxième, pour troisième nous autres, on trouve ça comique là, quand on parle de ça, mais tu sais, le gars qui participait et qui avait dit ah, moi j'ai un beau cochon, je vais le rentrer, c'est important pour eux autres. Là. Nous autres, on trouve ça cocasse, mais je veux dire, c'était. Dans des villages où il ne se passait pas grand-chose, des fois, c'était le gros événement de l'année. Là. Ça démontre que, tu sais, je veux dire, à peu près tous nos ancêtres là, étaient agriculteurs. C'était une époque, ben, ceux qui étaient en région, là, pas ceux qui étaient en ville. Fait que, je veux dire, tout le monde était agriculteur. C'était une grosse compétition. Là. Si tu tombes 95% de tes ancêtres ont cultivé la terre. Fait que ça veut dire qu'il était un bon agriculteur, celui qui apparaît là, dans ces concours-là de foire. En tout cas, je vous invite là, à aller faire des recherches là-dessus là, dans les journaux. Là. Vous pouvez aller sur BANQ, là, puis ça peut arriver que vous allez trouver certains de vos ancêtres qui ont participé à ces foires-là un peu partout au Québec. Et puis même s'ils n'ont pas été premiers, juste les voir participer, des fois, c'est intéressant. Quand on regarde la vie de nos ancêtres, souvent, on a quelques registres, là, baptême, mariage, décès. Ils ont vécu 50, 60, 70, 80, 90 ans, puis on a comme 3 jours de leur vie. Mais là, on en rajoute plusieurs parce qu'on sait qu'ils ont fait quelque chose. C'est toujours intéressant. Tout à fait, tout à fait. Continuons dans la colonisation. Lors de la dernière émission avec Philippe Aubry qui nous parle de l'histoire des trains, on a parlé du développement là, des régions en général. Aujourd'hui, on s'attarde plus à comment est-ce que nos ancêtres qui étaient dans ces villages-là, parce que oui, le train a amené le développement des régions en grande partie, mais pour certaines régions, il y avait déjà des gens qui étaient installés là. Qui pour la plupart n'avaient jamais vu un train de leur vie. C'était comment l'arrivée du train pour eux autres. Alors, Philippe nous explique ça. On vous le présente à l'instant. Pour ceux qui étaient déjà à Saint-Jérôme avant que le train arrive, comment est-ce qu'ils voient ça, nos ancêtres, là, comment est-ce qu'ils voient l'arrivée du train, comment ça, le bruit, comment ça change leur vie? Écoute, moi, c'est une expérience, j'aurais aimé ça connaître, me mettre à la place de ces gens-là, surtout des gens qui sont partis de Montréal
avant que le train arrive, qui voient ça arriver pour la première fois. D'abord, il y en a certains qui ne savent pas c'est quoi. C'est un peu effrayant, ça fait du bruit, beaucoup de boucanes. Hein? La boucane, ça fascine les gens. Ça amène énormément de curiosité. Oui, ça Dans le c'est cas high-tech à l'époque, là. Ah oui, énormément. Mais dans le cas des Laurentides puis du Saint-Jérôme, j'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est pas une surprise parce qu'en ayant le curé Labelle à la tête de cette paroisse-là puis des Laurentides, le curé Ouais. Labelle, il en parle tout le temps. En fait, tout le monde connaissait ce projet-là. Ce qu'on raconte, c'est que les gens l'attendaient même avec impatience dans certaines localités des Hautes-Laurentides, le train, parce qu'on leur en a parlé. Le monde était comme, mais peut-être bien que le bon curé va arrêter d'en parler maintenant que ça arrive. Oui, exactement. Malheureusement, ben, le train est arrivé dans beaucoup de régions quand il est décédé, donc oui, il avait Ouais. arrêté d'en parler. Mais l'impact que ça va avoir, c'est que ça va faciliter la vie des gens énormément. Ça va briser les distances, des choses Oui. ce qu'on pensait impensable justement auparavant, comme par exemple pour quelqu'un dans les Hautes-Laurentides, je prends l'exemple Labelle, qui est à peu près à 100 km de Saint-Jérôme. Ben, on parle d'un voyage de quelques jours, aller jusqu'au OK, temps que quand le même. train, avant que le train arrive en 1893, que là, c'est une question d'heure. Fait que dans la même Bon, journée, tu peux aller au marché. l'aller-retour. Oui, on peut aller faire l'aller-retour à un endroit, un marché. On peut aller vendre ses produits quand on est un agriculteur. On peut envoyer une lettre puis qu'elle se rende à Montréal dans la même journée, ce qui est quand même formidable. Ça a vraiment changé la notion de distance pour les gens. Puis les gens, mettons, Eric parlait de Saint-Jérôme, mettons, Saint-Jérôme, c'est quand même une plus grosse ville, il y avait peut-être plus de routes. Saint-Jérôme, Montréal, avant, puis après le train, ça ressemblait à quoi? On a-tu une idée? Ben avant, c'est sûr que c'est une question de jour, parce que même si une route n'est pas super belle, puis elle n'a pas d'obstacle, là, il faut traverser soit un pont payant à Montréal, puis à Laval, ou prendre les traverses de bac. Fait que là, on parle d'une question, peut-être encore là, qu'on passe à quelques heures. Donc, auparavant, tu partais dans la journée, tu ne revenais pas la même journée. OK. Tandis que là, c'est vraiment rapide. Parle-nous de l'importance d'une gare à l'époque. J'imagine que c'est un peu comme le réseau social là, de Facebook de l'époque, quand que la gare elle arrive. Oui, la gare, c'est un peu le deuxième perron de l'église. La gare, c'est un endroit multifonction. Parce que généralement, toutes les gares à cette époque-là servent à la fois au transport des passagers, donc c'est un aire d'attente. Il va y avoir les nouvelles de la ville. À la gare, il y a l'heure aussi. Ça, c'est une Ah, affaire qu'on n'a pas parlé, mais l'arrivée du train standardise l'heure. Ça, je ne savais pas. oui, Parce parce qu'il fallait qu'avant, que tu arrives à l'heure, sinon tu manquais exact. le train. Exactement. Et donc, ben, c'est la même heure partout à partir de ce moment-là. Mais oui, l'autre chose, ben, la gare, c'est l'endroit où on pouvait aller porter la marchandise. Et des fois, il y a quand même un local prévu pour ça. Et donc, particulièrement à partir du moment où le tourisme prend de l'ampleur, la gare, ça devient vraiment un lieu de sociabilité. C'est comme le deuxième centre du village. Ah, c'est cool. Il va y avoir beaucoup d'activités autour de ça. À l'époque du ski, la gare, ça va être l'endroit où tout le monde attend les taxis pour venir chercher les touristes, les amener à l'hôtel. Généralement, chaque hôtel même met un service de voiturier à cheval puis en voiture au service de ces gens-là. Dans le cas des Basses-Laurentides, quand il y a eu la villégiature d'été, c'est la fête autour de la gare même, quand les gens arrivent. Je sais Ben oui, parce que que tu t'en viens faire le party pour l'été. Exactement. Dans le cas des plages comme à Saint-Eustache, Pointe-Calumet ou Deux-Montagnes aujourd'hui, ben à cet endroit-là, c'était comme quand toute la gang de touristes qui arrivent pour la fin de semaine arrive, c'est un cortège de gens de bonne humeur. Ils vont même faire une fanfare avec des chansons. Non, c'est vraiment important, la gare. Puis des Ça devait pas fois, avoir. oui, et des fois, la gare, c'est tellement important que ça amène des fois, est implanté en dehors d'un centre-ville. Quand on fait le réseau de voies ferrées, bon, on ne construira pas ça à un endroit où il y a déjà des choses de construites. Fait que des fois, on met la gare un peu en retrait d'une localité et ça crée un nouveau développement dans cette ville-là. Puis Les je maisons parle s'installent autour, puis les commerces, j'imagine. généralement, oui, les commerces. Par exemple, dans les Laurentides, je vais prendre le cas de Saint-Jovite ou de Saint-Faustin. Aujourd'hui, ces villes-là portent plus ce nom-là, mais les gares sont un peu en retrait du noyau historique villageois où il y a l'église. Et ce que ça va faire,
Dans le cas de Saint-Jovite, une compagnie forestière va venir s'établir à la gare. Oh, Et elle va établir son village et ses bureaux autour de la gare. Donc, on vient de créer carrément une nouvelle ville qui est dédiée à cette compagnie-là parce qu'il y a la gare. Puis, dans le cas de Saint-Faustin, ce qui est intéressant, ben, c'est que ça va créer un deuxième noyau villageois dans la ville où ce que, justement, il va s'installer des hôtels et des commerces qui vont vivre du tourisme, les touristes qui arrivent par le train. ces nouveaux développements-là, est-ce qu'ils vont toujours rester dans la même ville ou des fois il va y avoir des nouvelles villes qui vont être formées à partir de ces développements-là? Moi, Ça je pense dépend. je pense genre à Dorion, à Vaudreuil, qui Dorion est un Station. dépôt de train, ouais, la station qui éventuellement, plus tard, est devenue sa municipalité indépendante. Oui, c'est pas des cas isolés. Sauf que généralement, ce qui arrive, c'est que plus tard dans l'histoire, donc vraiment plus récemment, on va regrouper les villes qui s'étaient séparées, qu'on appellerait des regroupements naturels, à une seule ville aujourd'hui pour éviter qu'il y ait comme 4-5 municipalités qui ont le même nom. Ouais, comme Vaudreuil-Dorion. Exactement. Voilà, c'est un bel exemple. On parlait là, de comment est-ce que ça l'a fait développer les régions. Tu disais là que, bon, puis on parlait de l'exode aussi tantôt, là, qui va jusqu'en 1920, hein, fait qu'autant là, vers le nord que vers le sud, jusqu'à après 1920, comment que le train évolue? Ben, d'abord, dans les années 1910, un aspect important de l'histoire ferroviaire québécoise et canadienne, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, ça va amener beaucoup de compagnies ferroviaires à avoir des difficultés, puis même à frôler la Ah, faillite. C'est quand même surprenant, mais je pense le fait que la Première Guerre mondiale, ça entraîne toutes sortes de privations, fait en sorte que certaines compagnies vont avoir de la difficulté à passer au travers. parce qu'il y a moins de déplacements de cargaison, j'imagine. Parce que moi, j'aurais pensé qu'il Moi, j'aurais aurait été pensé aussi. utilisé pour déplacer les troupes ou quelque chose. J'aurais pensé ça aussi, mais je pense que c'est que aussi le Canada, de la façon que c'est fait, à ce moment-là, le réseau de voies ferrées est assez impressionnant. Eric, je vais t'envoyer une carte de 1925 qui montre comment il y a des voies ferrées au Québec. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des voies ferrées à peu près partout dans ce temps-là. Ouais. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce qu'à beaucoup d'endroits, les voies ferrées, le tracé a été remplacé par d'autres choses. Donc, on le voit Ouais. même plus visuellement. Mais à une autre époque, des municipalités toutes petites, là, des villages qui ont à peine 1000 personnes vont avoir un train. Des fois, dépendamment de ce qu'ils sont placés entre deux lignes, ils peuvent en avoir deux. Ça fait que ben, tu n'as pas beaucoup de population. Tu as certains endroits que tu n'as même pas d'industrie. Donc, tu n'as pas de marchandises à transporter, ce qui fait en sorte que beaucoup de compagnies vont se retrouver en faillite. Sauf qu'on s'entend justement, l'industrie ferroviaire, c'est tellement capital dans le développement à ce moment-là que le gouvernement du Canada a dit on peut pas faire, les compagnies ne peuvent pas tomber en faillite et qu'on abandonne les liaisons ferroviaires. Donc, on va créer le Canadien national, les chemins de fer nationaux du Canada, donc le fameux CN, en 1918. Puis, il va intégrer 3 autres grandes compagnies que j'ai déjà parlé, le Grand Tronc. La troisième, je n'ai pas parlé, mais l'Intercolonial, hein, qui relie l'Ontario, le Québec au maritime, qui est en faillite à ce moment-là aussi. Et le Canadien Nord, qui porte déjà l'acronyme CN, si vous voulez. Mais ces 3 compagnies-là exploitent des voies ferrées un peu partout. Tu sais, le Canadien Nord, un bel exemple de voie ferrée qu'aujourd'hui, on se dit que ça n'a pas de sens. Ben, le Canadien Nord exploite une voie ferrée entre Saint-Jérôme et Saint-Lin-Laurentide. OK. Il n'y a pas une grande concentration de population dans ce secteur-là. Puis il va y avoir des gares dans les endroits comme New Glasgow, à côté de Sainte-Sophie. New Glasgow, dans ces années-là, c'est genre la plus petite ville au Canada. Et genre, la ville, elle fait même pas 1 km², mais elle a sa gare. OK. Fait que le Canadien national va intégrer toutes ces voies ferrées-là, puis va devenir une super grosse compagnie qui est gérée par le gouvernement fédéral. Puis à côté d'elle, l'autre grosse compagnie, c'est encore le Canadien Pacifique, qui a un réseau très, très, très étendu, elle aussi. Et dans ces années-là, on continue de construire des liaisons. Donc, les années 20, les années 1930, c'est même l'âge d'or du train. Donc, on construit des nouvelles voies ferrées un peu partout. D'ailleurs, à Montréal, ce qui est devenu le Canadien national, avant, c'était le Canadien Nord, exploitait une voie ferrée qui allait dans les Laurentides,
puis voulait faire entrer sa voie ferrée au centre-ville de Montréal. Mais les compagnies concurrentes, comme le Canadien Pacifique, avaient déjà toutes les emprises ferroviaires. Et cette compagnie-là s'est dit, pour contourner le problème, littéralement, on va construire un tunnel ferroviaire sous le Mont-Royal. Et ça, ben, le tunnel ferroviaire sous le Mont-Royal, qui aujourd'hui est en train d'être converti pour devenir le REM, ça a commencé en 1913, puis ça s'est fini en 1916. Ça a été toute une aventure, mais la compagnie, elle a réussi son pari. Elle a ouvert une voie ferrée qui allait relier justement les basses Laurentides. À partir de là, on a un embranchement vers Hawkesbury puis Ottawa. Mais aujourd'hui, c'est le train de banlieue de Deux-Montagnes qui est en train d'être converti en REM. Oui, pendant Et un bout de puis, temps aussi, ils voulaient s'en servir pour le métro. Là, ça avait été dans les plans originaux. ça avait été dans les plans, effectivement, mais cette compagnie-là, pour rentabiliser son affaire, elle a décidé d'ouvrir une ville. La ville de Mont-Royal. Ah, Où ville de Mont-Royal, c'est le- eux autres qui ont fait ça? Le train Wow. passe en plein milieu. Parce que toute la ville est concentrée autour, d'où l'importance du train à cette époque-là. Le transport est tout orienté vers la gare qui est dans le milieu de la ville. Toutes les rues donnent vers la gare. Puis on vendait ça avec l'idée que c'était une ville pour des gens fortunés. On leur vendait Ça avec. s'appelait Town of Mount Royal. C'est encore un des deux noms officiels parce que c'est une ville bilingue. Ouais. Mais on vous disait, ben avec le train, vous êtes à 5 minutes de Montréal. C'est 5-10 minutes de Montréal. Vous vivez à la campagne, mais à 10 minutes de Montréal. Puis cette idée-là, elle a comme fait en sorte, c'est comme le premier train de banlieue, si vous voulez. Puis ça va avoir un impact un peu plus tard sur la rive nord. Ça passe à Saint-Eustache. Mais ça va être justement un des premiers trains de banlieue à cause de ça, parce que des gens de Montréal vont déménager dans les années 50 à ce qui va être aujourd'hui Deux-Montagnes, en prenant le train pour aller travailler à Montréal. Parce que, justement, ben, ça brisait la distance. Oui, puis c'est sûrement moins cher avoir une résidence avec un meilleur terrain en banlieue qu'au centre-ville. Déjà, dans ce temps-là, c'était comme ça, effectivement. Ben, j'allais clore un peu cette section-là pour qu'on progresse dans l'histoire ferroviaire. Dans les années 30, comme je le disais, c'est l'âge d'or du chemin de fer avec les fameux trains de neige du Canadien Pacifique, du Canadien National, qui amènent les touristes dans les Laurentides, qui, soit dit en passant, c'est la région la plus populaire au Québec en termes de tourisme dans ce temps-là. Le train a favorisé la croissance d'une industrie touristique qui est encore très bien ancrée aujourd'hui dans la région. Mais dans ces années-là, puis peut-être ça t'amène à ton prochain point, Éric, il y a un concurrent qui s'en vient, puis les compagnies commencent à fermer des lignes à partir de 1939. Ça, j'ai été surpris. Les compagnies ferroviaires demandent au gouvernement, on peut-tu fermer des lignes? Puis, tranquillement, ça va être le déclin de l'âge d'or du train. Là. Il va en avoir de moins en moins à partir de après la Deuxième Guerre mondiale. Justement, l'apogée étant atteint, comment se passe le déclin, là? Tu parlais justement là, des trains de ski dans les Laurentides. Juste pour nous donner une idée, il y avait combien de stations de ski à l'époque? À l'époque, je ne peux pas dire, mais dans l'histoire de la région des Laurentides, il y en a au-dessus de 200. Aujourd'hui, Wow. je pense qu'il en reste 8. Bon, quand même, ça a toute une ampleur, là. Fait qu'on Exactement. parle bon, pour d'autres raisons, là, le nombre de stations de ski a décliné, là, mais le train a décliné à partir de la Deuxième Guerre mondiale là, parce qu'il y a un compétiteur qui arrive, là, la démocratisation de l'automobile. Comment ça se passe, là, ce début de déclin-là? L'automobile a assis sa place dans la société nord-américaine à partir des années 1920. Puis, ironiquement, le train a contribué à son propre déclin parce que les premières routes qu'on va ouvrir, les routes nationales, ce que j'avais déjà parlé avec vous, les premières routes nationales, on les fait ouvrir le long des voies ferrées pour la simple et bonne raison que le train amène avec lui une infrastructure. Autour d'un feu, les voix du passé vibrant en nous, de Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage. Ben, moi, ce que je trouvais intéressant, comme tu disais, c'est qu'il y a le perron de l'église, hein, qui est Ouais, comme ouais. le réseau social de l'époque. Puis là, la gare devient comme un deuxième endroit, un deuxième perron d'église. Puis bon,
très important, recevoir la marchandise, l'envoyer. On a des passagers, on va visiter, on s'en va ailleurs, on revient. Ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de monde qui arrive de d'autres villages, hein, puis là, les nouvelles, hein, c'est là qu'il y a les nouvelles de Ouais, l'extérieur. le monde qui vient d'ailleurs, là, c'est intéressant, parce que quand tu sais, c'est la même chose quand tu avais des nouveaux en ville ou quand tu as quelque chose qui vient de l'extérieur, ils sont là, puis OK, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Maintenant, on a les nouvelles à TV, à radio, on a Internet, on a les réseaux sociaux. L'information, là, il se passe de quoi à quelque part dans le monde, on le sait dans d'une heure. Dans le temps, tu sais, c'était pas mal différent. Fait que le train étant une technologie nouvelle rapprochait les gens. Mhm. Puis les gens qui arrivaient, ben c'est ça. Là, c'était un endroit pour avoir de l'info. On voulait des nouvelles. Fait que ceux qui étaient avides d'informations, ils posaient des questions. Ça, il y en avait dans tous les fouilleux, dans tous les villages, il y en avait au moins un qui, lui, bon, quand que le train y arrivait, au lieu de travailler sur la terre, ben, il attelait son cheval, il s'en allait à la gare, puis là, ben, il n'y avait rien à voir là. Lui, il s'en allait pas nulle part, il n'y avait pas de visite, mais il en profitait. Ah, il y avait du monde qui débarquait. Hey, puis comment ça se passe à telle place, puis là, bon, là, le monde repartait vers chez eux ou dans de la Ou dans de la famille. Puis visite ou whatever. c'est ça. Puis ben lui, la fouine du village, ben là, il allait rapporter là, ah, il paraît qu'il se passe telle affaire à telle Les place. potins! Puis bon, c'est ça. Puis il racontait les histoires comme il voulait bien les raconter. Puis bon, pendant qu'il faisait ça, il n'était pas en train de travailler la terre. Ça fait que ça faisait souvent c'est pas eux autres là, qui gagnaient là, les concours dans les foires agricoles. Ouais. Lors de la dernière émission, Yann, sur les dossiers militaires, il y avait un frère et une sœur de ton grand-père qui envoyait une lettre au ministère. Eh bien, Ouais. aujourd'hui, on va recevoir la réponse du ministère. Ottawa, le 31 mai 48, Madame Arcelor-Surgeon, Notre-Dame-des-Bois, chez Sam Québec. Tu connais-tu Notre-Dame-des-Bois? Ça me dit quelque chose. C'est un petit patin super joli. Chère Madame, je suis chargé d'accuser réception de votre lettre du 13 mai concernant votre frère, le soldat Armand Lachance, D 46974. Et je regrette de vous informer que soldat Lachance a été tué au combat en Belgique. Ah, c'est de l'information aussi. OK. Le 24 octobre 1944, alors qu'il servait avec le régiment de la Chaudière. Là, on a des certitudes. Nous ne pouvons obtenir aucun détail relatif aux circonstances qui ont entouré sa mort, mais ses restes reposent dans la fosse 6, rangée lot 7 du cimetière militaire canadien de Allegem en Belgique. C'est intéressant. Quand même. Et la tombe est présentement surmontée d'une croix temporaire qui sera en temps opportun remplacée par une pierre tombale permanente, convenablement inscrite. Veuillez agréer, madame, mes respectueuses salutations, et c'est signé par le directeur des archives des services de garde. Donc maintenant, on apprend où est-ce qu'il est enterré, où est-ce qu'il est décédé. Ça, tous ceux qui sont décédés au combat, là, ils faisaient une grosse... Parce que les soldats, ils avaient peur, c'est que si je meurs, là, qu'on va me perdre. Je tombe au combat, puis on me retrouvera pas, puis on sera pas capable d'avoir un endroit où je vais être enterré. Ça, c'était une des peurs des soldats. Ils s'attendaient peut-être à avoir à mourir, mais il y avait pas. C'est pour ça qu'il y avait de l'information sur eux autres. Ils disaient qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse si jamais ils décédaient, mais il voulait aussi être certain d'être retrouvé. Quand tu avais un de tes frères qui tombait au combat, tu t'organisais pour qu'on le retrouve. Tu t'organisais pour le mettre à quelque part. Il y avait des traces qui avaient été faites. Souvent, parce que tu veux pas que le corps commence à se décomposer. Fait qu'ils les enterraient d'une façon temporaire. Ensuite, ils les déplaçaient dans un endroit qui est un peu plus officiel. Le gouvernement canadien souvent a acheté ces terrains-là pour faire un cimetière officiel, comme le cimetière ici à Desgem en Belgique. Puis là, à ce moment-là, souvent, c'est une croix de bois avec quelque chose écrit dessus. Éventuellement, une croix de bois un peu plus formelle en attendant, parce que le gouvernement, le ministère des Affaires des vétérans, fallait ensuite qu'ils fassent faire les pierres tombales. Il y a quand même eu beaucoup de décès pendant la guerre. Là, si on visite un cimetière militaire maintenant, c'est différent de ce qu'il y avait. Là, ici, on a une série de petites cartes comme ça, qui, je pense, étaient juste des affaires qui étaient transférées d'un à l'autre.
Donc là, on revient, on est date of death, bon, son numéro, matricule D46974, rank private. Ça, c'est le soldat de base, armé à la chasse, régiment de la Chaudière, vers octobre 1944, décédé en Belgique. Cause, précédemment reporté manquant à l'appel, officiellement reporté tué en action. Là, on a le numéro de référence, son ex of kin, donc Edgar Lachasse avec une adresse. On sait, vu l'adresse ici, que ça a été changé. Parce qu'il y avait une adresse, il y avait une autre. On avait dit qu'il a changé. À ce moment-là, remains buried in Knox City Cimetière avec une chose. Il faisait un suivi de la dépouille. Ici, reburial, réenterrement. Donc, ici, il avait été mis à un endroit. Là, il était enterré au cimetière canonien de GDM. Bon, tu sais, tombe 6, rangée G, lot 7. C'est ce qu'on a ici. Fosse 6, rangée G, lot 7. Là, on a encore des petites fiches comme ça. C'est sensiblement, je pense, c'est une duplication de l'information qu'on a déjà vue dans les fiches qu'on avait plus tôt, ces affaires-là. On sait c'est qui son next of kin. Il y a des POS, SES, c'est des trucs dans le genre. Quelqu'un qui a été déplacé. Ici, il prenait des permissions avec des journées, il forfaitait des journées de salaire, qui étaient mis, ainsi de suite. Ça, moi, je pense que ça, c'était des fiches qui éventuellement sont trouvées d'exographie, et c'est ceux-là qui ont mis celles qu'on a vues tantôt. Si je me trompe, si les gens connaissent ça mieux que moi, faites-moi le savoir. Ici, c'est intéressant. Les médailles et les mémoriels d'une personne décédée au combat. Donc, on parle à qui que vont aller ces médailles. On va avoir la chance parce que c'est sur 9 of kin, sur la médaille. La croix de mémorial. Si ton mari décède au combat, tu as droit à une croix, mais il n'était pas marié, il était juste fiancé. Donc, si c'était marié, sa fiancée, elle aurait eu une croix, mais vu qu'elle était juste fiancée, ça comptait pas. Sinon, il l'a envoyé à la mère. Là, la mère est décédée, ça fait longtemps que ça n'a jamais été dans le pays. Ici, c'est une carte. Cette carte-là, on va l'avoir sur la plupart des fermetures de dossiers, même ceux qui ne sont pas décédés. Ça, c'est pour si c'est décédé. Mais ça ici, ça dit qu'est-ce que tu as droit. Fait que là, on parlait tantôt, c'est les mêmes affaires. L'étoile 3945, l'étoile France-Allemagne, la médaille de la défense, la médaille de la guerre, puis le Canadian Volunteer Service Medal with Passport, médaille canadienne de service volontaire avec broche. Là, on a ici le Official Canadian Army Overseas Casualty Notification. On commence à avoir des trucs qui sont redondants. Ici, là, on parle, c'est qui son next of kin, celui qui va ramasser succession. Il est décédé. Ensuite, ça, c'est probablement que c'est ce document-là qui est envoyé à Ottawa qui a fait en sorte qu'on ait les télégrammes qu'on a reçus. Donc, précédemment reporté manquant, mais pas reporté décédé, puis avec qui ça ici, c'est, vu qu'il est décédé, tu as besoin de certificat de décès. Ça, c'est le bureau des statistiques du Dominion, du Canada. Où est-ce qu'il est décédé? Dans le field, donc sur le champ de bataille en Belgique. Pas exactement super précis. C'est le Quebec Death Transcript, donc c'est une retransmission de son certificat de décès. Il y a certaines informations qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de ailleurs. Ici, on marque que son lieu de naissance était en Ontario, en 1920. Je ne pense pas qu'il est en Ontario, je pense que c'est un erreur. Son père est décédé, à quel temps est-ce qu'il était décédé? Il y a un exemple pourquoi c'est un décès outre-mer de l'armée canadienne et qui est mort en action. C'est pas une maladie ou un accident. Et ça, c'est le dernier document qu'on a dans son dossier. On a quand même vu des choses intéressantes. Entre autres, comment ça se passait. Tu sais, il savait à s'envoler que c'est dangereux, il a fait un testament. Il savait en débarquant en France que c'est dangereux, il a fait un autre testament. Il y avait une fiancée. Il voulait léguer quelque chose. 100 piastres, là, probablement que ça vaut, il n'a aucune idée combien il y avait en sa possession à ce moment-là, sans vouloir être 4. Mais 100 piastres, c'est quand même beaucoup de cash à cette époque-là. Là.
Mais c'est pas rien. On s'entend qu'on est en 1944 à ce moment-là. Fait que lui, il donne 100 pièces à sa fiancée. C'est comme ça que ça se passait. Il y en a beaucoup qui ont fait ces formulaires-là et que ça n'a pas servi. Mais il y en a beaucoup que ça l'a servi. Il y en a aussi qui écrivaient des lettres. Les lettres, on les a pas toutes, juste celles qui se sont retrouvées aux archives nationales. Toujours intéressant à voir. Mais là, il y a d'autres choses qui existent pour les gens qui sont décédés au combat. Mais on va vous garder ça pour la prochaine fois. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Peut-être une petite correction, Yann. Tu disais à un moment donné que s'il avait été marié, sa femme aurait eu la médaille, mais il me semble qu'on n'avait pas de soldats mariés qui s'en allaient au front. Non, il y en avait. La conscription, en fait, la plupart des soldats qui ont été sur le front européen, c'était des volontaires. Donc, ils se sont enrôlés eux-mêmes. Mon grand-père s'était enrôlé, mes grands-oncles s'étaient enrôlés, Armand s'était enrôlé. C'est eux autres qui sont allés. Ils auraient été mariés. Peut-être qu'ils n'auraient pas fait la même chose, là, mais ils auraient pu s'enrôler de façon volontaire. La conscription, éventuellement, elle a pris place. Puis, on avait des gens qui étaient conscrits. Puis ça, oui, ça allait avec. On commence par les jeunes non mariés. C'est pour ça qu'il y a eu la course au mariage, puis ainsi de suite. Mais la plupart des conscrits sont restés en sol canadien. La plupart des gens qui sont allés sur le front, c'était des volontaires. Donc, tu pouvais avoir, tu sais, comme le Voluntary Service Medal. Puis si tu avais été sur le front, tu avais l'épinglette de plus, le classe. Fait que la plupart des soldats qui sont allés sur le front étaient volontaires. La plupart des soldats qui sont décédés étaient volontaires. Il y en avait même là-dedans qui étaient volontaires, puis il n'y avait même pas l'âge. Le plus jeune soldat allié à être tombé au champ d'honneur, c'est un Canadien. C'était un petit kid. Là. Puis c'est ça. La réalité, par contre, c'est que ces gens-là qui étaient mariés ou non, s'ils étaient mariés, ben, leur épouse avait les honneurs de mémoire qui sinon allaient à leur mère. OK. Puis bon, j'imagine que oui, il y en a qui étaient mariés, mais ils ne devaient pas avoir 12 ou 15 enfants, là, puis décider de s'enrôler. Un, parce qu'ils auraient été trop vieux. Ouais, ben non, mais certains soldats de carrière, la plupart de ceux qui étaient officiers étaient plus vieux. Il y en avait là-dedans qui avaient des enfants. Il y en a qui sont morts avec plusieurs enfants. Il y en a plusieurs qui se sont mariés au début, un petit peu avant, au début de la guerre. Mon grand-père, c'était comme ça. Lui, était le père de ma mère, il était instructeur de tir, lui à Halifax. Puis il aurait pu être déployé là, vers la fin de la guerre. Là, il ne tentait pas trop parce que lui, ben, il attendait justement un enfant. Puis tu sais, comme il disait, ben, c'est pas trop cool si tu t'en vas sur le front. Là, les chances de revenir ne sont pas 100%. Là. Passionné, auteur, conférencier, je vous rappelle que si vous voulez participer à notre émission, n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit par courriel, en commentaire ou sur diverses plateformes comme le site Facebook de Raconte-moi mes ancêtres. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton « J'aime », en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant l'émission. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci. Bonne journée à tous. Puis bonne journée à toi, Eric. Écoutez nos histoires riches de vive voix. Des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble, au présent, guidés par le passé. D'en parlons aux ancêtres où tout a commencé. La famille, c'est plus qu'un nom gravé, c'est des rêves et des vies entrelacées. Des voyages et des terres vierges, nos ancêtres sont notre allégeance. Notre verge, écoutez nos histoires riches de vive voix. Des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé. D'en parlons aux ancêtres où tout a commencé.